Salut tout le monde, bienvenue à une autre édition de mon podcast. Très content de recevoir mon invité aujourd'hui. En fait, je vous explique, là, c'est un contexte assez particulier. On est à la Maison des Arts de Drummondville, dans la salle, mais sans public, quand COVID oblige. Et j'ai mon invité aujourd'hui, en fait, c'est la deuxième fois que tu viens à mon podcast. Et quand je t'ai offert ça, à ma grande surprise, tu viens de Drummondville. Donc, c'est comme un retour aux sources. Pour toi, tu es né ici, en fait? Oui, je suis né ici en 1976. Je suis né à l'hôpital Sainte-Croix, à 2 km d'ici. Et l'anecdote que j'ai retenue de ma naissance, c'est que fallait enlever ses bottes à l'entrée de la chambre, mais on pouvait fumer. Pardon? Les années 70. Ouais, les années 70, c'était quelque chose. Tu pouvais fumer. Oui, tu pouvais fumer, mais il fallait que tu enlèves tes bottes. À côté du bébé? Oui. Ouais. C'était ça l'hôpital dans ce temps-là. Puis c'était pas Drummond, c'était comme ça à grandeur du Québec. On t'a fait fort dans ce temps-là. Ah, dans ce temps-là. On avait des anticorps. Ah, écoute. Tu sais, la COVID, là, hein, on aurait... on ferait pas attention à ça. Fait que toi, as-tu des souvenirs jusqu'à l'âge de 10 ans? Oui, j'ai beaucoup de souvenirs d'enfance. Je vivais un peu comme en marge de la ville, à Saint-Nicéphore, qui est comme une sorte de village devenu une banlieue de Drummond. Puis mes grands-parents habitaient à Saint-Edmond, qui est de l'autre côté. Fait que j'ai beaucoup de souvenirs. Mes premières petites amourettes de petits gars, là, de filles, j'ai encore 2-3 noms en tête que je nommerai pas. Non, nomme-les pas. Mais oui, j'ai des beaux souvenirs. En fait, j'ai eu beaucoup de beaux souvenirs à Drummondville. T'es déménagé à Montréal? En fait, après ça, mes parents, on n'est pas allés très loin. On est allés en Estrie, dans le canton de l'Est. Ah, OK. Puis après ça, en Mauricie. La constante, c'est qu'on s'est toujours tenu à égale distance de Québec et Montréal. C'est comme si on voulait garder notre espèce de neutralité. Non, mais il y a quelque chose de le fun avec ça. Tu es comme dans un entre-deux. Autant à Québec qu'à Montréal, tu peux y aller. C'est pas trop loin. C'est pas trop loin, mais en même temps, tu vois, ça fait aussi que ma vie était séparée presque également entre un amour pour les Nordiques. Ah ouais, hein? Ouais, moi, j'étais un fan des Nordiques quand j'étais jeune, des Nordiques de Québec. Puis j'étais triste quand ils sont partis. Puis évidemment, je suis devenu un fan des Canadiens par défaut. Écoute, je peux pas croire que je vais plugger ça encore une fois parce que je l'en ai parlé dans l'autre podcast. Là, je sais pas pourquoi on parle beaucoup de ça, mais moi, mon parrain a joué pour les Nordiques. Pour vrai? Michel Goulet, c'est mon parrain. Ah oui? Il a joué pour les Nordiques. Okay. Je viens de Québec. Oui, ça. J'ai été aux Nordiques, tout ça, fait que pour moi, c'était pas drôle. Puis moi, encore jusqu'à ce jour, ben de la misère à aimer le Canadien. Je me force à, tu sais, parce que, je veux dire, c'est l'équipe qui reste, mes amis trippent sur le Canadien, je veux écouter le hockey avec eux autres. Mais il y a ça en dedans de moi, je suis pas supposé. Tu sais, je veux dire, mon parrain était dans le vendredi saint. Là, il donnait des coups de poing à du monde. Oui, puis il y a quelque chose aussi avec les Canadiens, tu sais, ça représente aussi quelque chose de différent. Tu sais, il y a comme une sorte, c'est un peu le vieux pouvoir montréalais. Là, tu sais, les Nordiques, c'était l'underdog. C'est ça. Qui n'était pas supposé gagner, mais qui des fois, il gagnait. C'est ça. J'ai vu cette semaine que l'Avalanche du Colorado avait lancé un chandail, genre de chandail souvenir des Nordiques avec le fleur d'Élysée. Je sais pas qui va acheter ça au Colorado, par exemple. Là. J'ai aucune idée. Je sais pas. Là. J'imagine qu'ils ont dû faire c'est pour des collectionneurs. Je sais pas. J'ai aucune idée. Mais c'est surprenant quand même comment ils peuvent être. Je sais que l'année dernière, ça m'avait beaucoup étonné. Mais à un moment donné, il y avait la soirée française à Pittsburgh pour les Pingouins. Fait que là, c'était la soirée, un match, soirée française. Tout se passait en français, il y a de la musique française. Puis là, Christopher Le Temps expliquait aux gens là-bas que le français, c'était la langue de l'amour. Puis les Américains trouvaient ça extrêmement exotique. Donc, il y a une certaine fascination aussi. Peut-être une idée de Mario Lemieux qui fait partie des... Peut-être. Quoique, il est assez discret. Je comprends. Ouais. Mais c'est vrai qu'il y a un lien francophone avec avec lui. Je connais pas bien l'équipe. Bon, Marc-André Fleury, il n'est plus là maintenant, mais quand même... Ouais. On ne parlera pas de hockey tout le long. Non, c'est ça. Ça n'a pas rapport, là, je sais pas. Mais non, mais c'est parfait. C'est un podcast. On est là pour ça. On va dans toutes les directions. Mais tu es principalement là pour parler de ton nouveau livre. Moi, je trouve ça cool de te réinviter parce que la première fois que tu es venu, tu t'es venu parler de ton livre Au pays de la vie ordinaire. Bienvenue au pays de la vie ordinaire. On t'avait pas
tant vu dans les médias parler de ça. En fait, moi, je t'avais quand même découvert sur la fabrique culturelle. Tu avais fait une petite capsule. Oui. J'avais trouvé bien bon. Fait que c'est pour ça que je t'avais invité. J'avais lu ton livre ensuite. Puis j'avais trouvé ça excellent. Mais là, depuis ce temps-là, écoute, cet essai-là, ça a plus de répercussions. Là. Ça commence à circuler. Je t'ai entendu pas mal plus je t'ai entendu à la radio, je t'ai entendu dans des podcasts. C'est vrai. Fait que ça fait plus jaser. En fait, François Legault. T'as vu que, oui, même François Legault a aimé mon livre. Oui. Publicité inespérée. Ça, c'était étrange, ça, quand même. Comment que t'as réagi quand non, mais d'abord, comment dire? Ça fait plaisir néanmoins. Puis évidemment, il y a des gens qui ont tout de suite eu envie de déchirer leur chemise en disant il essaie de te récupérer. Non. Je pense que le propos, on va en parler peut-être tout à l'heure, mais il y a un certain propos quand même sur l'économie, la culture qui peut rejoindre évidemment sa perspective qui est plus nationaliste. Hein? D'ailleurs, dans son petit résumé de mon livre, il disait que c'est important de défendre nos valeurs et nos revenus fiscaux. Et donc, lui, il a lu ça sous cet angle-là. Ah oui, tu interprètes ça comme tu veux, un essai. Hein? Ça, de toute façon, tout le monde fait ça. Oui. Les critiques font ça, absolument. Tout le monde t'attire un peu de son côté, c'est correct. Je me dis toujours que tant qu'à avoir des politiciens qui parlent... qui se vendent de lire The Economist comme Philippe Couillard et de ne jamais de connaître à peu près rien de la culture québécoise, aussi bien avoir au moins quelqu'un qui parle un peu des livres. Ça fait changement. Parce que, en fait, comme que le premier ministre dise qu'il lise des livres tout court, c'est quand même quelque chose. Oui, puis ce qui était très frappant d'ailleurs, parce que ça a fait un mini-scandale. Là, oui, mini-scandale, ça n'a pas... un scandale de réseaux sociaux, mais quand même. Oui, mais quand même, parce que quand Legault fait son statut Facebook et Twitter, là, il fait les deux, c'est certainement pas lui qui fait ça, il y a probablement quelqu'un qui s'en occupe, mais il fallait lire les commentaires. Les commentaires, ça allait tout... La moitié au moins allait dans le sens de comment ça se fait que vous ayez du temps pour lire des livres en pleine pandémie, occupez-vous donc. Il y avait quelque chose de drôlement anti-intellectuel là-dedans, puis il y a un ami qui m'a dit, Mathieu, ça confirme ta thèse du pays de la vie ordinaire. Fais attention, au Québec, il vaut mieux ne pas trop montrer son amour de la culture, surtout pas montrer qu'on est trop cultivé. Tu connais peut-être cette phrase-là d'André Bello que j'aime beaucoup, qui disait au Québec, c'est la culture qui est obscène. Ça veut dire ce qui est gênant au Québec, c'est pas de se montrer inculte. Ça, c'est facile. C'est qu'on peut quasiment être fier de ça. Ce qui est gênant au Québec, c'est de montrer sa culture parce que tu vas te faire taper sa tête, puis on va te traiter de snob, etc. En fait, il y a un sentiment anti-intellectuel. C'est assez fort. C'est assez fort. Fait que le premier ministre, puis il le fait quand même assez régulièrement, suggérer des lectures ou dire ce qu'il lit et tout ça. Mais il s'est fait attaquer. J'ai vu dans les commentaires, puis justement, il disait, là, taxe-les justement les GAFAM, puis tout ça, là, évidemment, oui. Puis ça, c'est correct qu'on demande à un politicien d'être cohérent. Ouais. Sauf qu'une affaire qu'on peut quand même y donner, là, François Legault, je peux pas croire que je vais défendre François Legault en ce moment, mais il a taxé Netflix. Je pense qu'il y a 2 provinces qui ont décidé de taxer au provincial Netflix. Je sais pas qui d'autre. Hein? C'est-tu l'Alberta ou la Saskatchewan? Je me rappelle plus. Ça doit pas être l'Alberta, parce que l'Alberta, je pense qu'ils n'ont même pas de taxe de vente. Fait que ça doit être peut-être la Colombie-Britannique? Je suis pas certain. Mais en tout cas, je sais qu'il y a nous puis mais est-ce qu'on... Moi, Guillaume, je sais pas, mais est-ce qu'on la paye, la taxe? Parce que moi, j'ai vu récemment sur mon... J'ai pas checké mon rapport. C'est parce que moi, j'ai regardé mon relevé de compte de carte de crédit. Là, et maintenant, Netflix est basé en Ontario. Et donc, ne facture pas la taxe sur mon compte à moi, puis c'est pas moi qui ai décidé. Ah ouais. Et donc, ce qu'ils ont fait de découvrir quelque chose. Non, mais ce qu'ils ont fait, ils sont pas fous. Ils ont dit, regardez, pas de problème, vous voulez nous facturer, on va juste se déplacer en Ontario où il n'y a pas cette taxe-là, puis on va faire de l'argent sur le dos des Québécois sans rien donner en retour. Puis là, c'est une sorte de... Tu sais, c'est une pratique qui doit être d'une banalité extrême pour des grandes multinationales de dire on se déplace. C'est super simple. C'est comme ça. Tu sais, on paye pas. Non. Ah ouais, tu viens fait que j'ai hâte de voir ça. Tu viens de révéler quelque chose de très intéressant. Je serais curieux de voir si c'est vraiment ça ou si c'est juste moi qui. Honnêtement, ça fait du sens. Là. Puis c'est pas très, très compliqué comme solution. Maintenant, vous taxez dans cette province. C'est ça. Il y en a plusieurs au Canada. Pas de problème avec ça. C'est ça.
Ouais. Parlons de ton livre, L'Empire invisible, que j'ai lu avec grand plaisir, tout comme François Legault. Moi, j'ai un emploi du temps beaucoup moins chargé depuis la pandémie, mais j'ai pris le temps de le lire. J'ai beaucoup aimé ça. Comment est né ce projet-là? Parce que j'étais quand même surpris de te voir écrire là-dessus. Je me rappelle, le dernier podcast, on avait parlé de littérature, puis tu me disais que la littérature américaine, c'était moins ton bag, puis moi, je disais que moi, j'aimais beaucoup ça. Puis j'étais surpris de te voir écrire sur les États-Unis, avoir peut-être une obsession, en fait, pour ce pays-là. Ça fait-tu longtemps que tu travailles là-dessus? Alors, il y a 2 dates, disons, pour moi, qui sont importantes. Le moment où vraiment le livre a pris forme, là, ça fait pas longtemps. C'est à l'été 2019. Où vraiment, j'ai dit, OK, là, j'ai un livre. Et ça a été dans l'écriture du chapitre sur le 11 septembre. Parce que ça faisait longtemps, le 11 septembre me tracassait depuis longtemps. Et je me suis dit, là, il y a quelque chose à aller creuser. Par contre, avec le recul, il faut quand même que tu saches qu'après mon doctorat en littérature, je suis allé faire un postdoc à Chicago. Ben oui, t'en parles. Donc, en 2008. Et donc, j'ai une fascination pour les États-Unis qui date de longtemps. Et d'ailleurs, on parlait tantôt de ma première petite amourette quand j'étais enfant. Je me rappelle encore que la première petite fille, là, j'avais, je sais pas, 8 ans. C'est un peu insignifiant, mais la première fille sur qui j'ai eu un kick, est déménagée aux États-Unis. OK? À Hartford. Puis on était allé les visiter. Wow! Les Whalers! Puis, c'est assez dole. Oui, c'est un peu dole, en effet. Mais c'était déjà pour moi comme... je me souviens encore de ça. On allait là-bas, on est allé là-bas visiter parce que c'était une famille avec qui on était amis, mes parents étaient amis, tu sais, les Descoteaux, Lynn Descoteaux. Bon, c'est dit, OK? C'est lancé. C'est lancé. Es-tu encore à Hartford? Je pense qu'elle est encore aux États-Unis, mais je ne sais pas. Mais c'était comme déjà... il y avait quelque chose quand même qui me fascinait là. Puis donc, je reviens en 2008. Je commence un postdoc à Chicago, à l'Université de Chicago. Et puis, à ce moment-là, j'ai absolument pas réfléchi au fait que j'arrive là-bas au mois d'octobre 2008. Et pendant ce mois d'octobre 2008, il s'en passe des affaires. D'abord, il y a la campagne présidentielle qui va amener Barack Obama à la présidence. Barack Obama qui vient de Chicago. Qui vient de Chicago, c'est son fief. Il a été prof à l'Université de Chicago. Je veux dire, le quartier autour de l'université, le Hyde Park, c'était... il y avait du Obama partout. Là. Il y avait sa pizzeria, sa fabrique de biscuits. Il y avait même le coin de rue en face d'un Subway où il avait embrassé pour la première fois Michel. C'était quoi? Il y a une plaque pour dire... Non, c'était pas à ce point-là. Là, c'en est peut-être une, mais non, c'était comme un bouquet de ballons. Tu sais. Oh, mon Dieu. Mais pour dire, puis il y avait dans le centre-ville, il y avait des expositions dans les galeries Obama. Donc, c'était très frappant parce que ça allait très loin. Là, il y avait des souvenirs Obama. Puis moi, je trouvais ça déjà frappant. Le gars n'est pas arrivé encore, mais il y a déjà des souvenirs. C'est très américain. Se souvenir de ce qui n'est pas arrivé encore. C'est ça. Se souvenir, c'est comme un souvenir par anticipation. Et ça en dit beaucoup, je trouve, sur le rapport des États-Unis avec l'histoire et la mémoire. Mais alors, j'étais là. Je voyais ce Yes Weekend placardé partout. Je voyais ce visage d'Obama qui était un peu avec le design Andy Warhol, les sérigraphies. Là. Il était déjà une icône. Et évidemment, à ce moment-là, au moment où Obama montait, la bourse américaine plantait. Okay? C'était du 10-15% par jour. C'est arrivé pendant la pandémie. On a revécu ça au mois de mars. Mais là, c'est remonté vite. Hein? Il y a comme eu une espèce de... C'est comme si c'était une fausse crise, entre guillemets, ou une crise un peu... c'est pas une fausse crise, dans le fond, parce que ce qui a remonté, c'est pas tout à fait les mêmes valeurs. Là, c'est beaucoup le GAFAM. Mais c'était très impressionnant en 2008 de voir ce pays qui était en train, au fond, économiquement, de s'effondrer. Et quand aux États-Unis, ça s'effondre pas à peu près. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, on laisse s'effondrer plein de choses, comme le Enron. Évidemment, on a sauvé quelques banques parce qu'à un moment donné, on s'est rendu compte que tout allait tomber. Là. Mais fait que ça a été là, c'est là un peu que mon livre est parti. C'est de cette espèce de moment un peu marquant pour moi, d'expérience à Chicago. Puis bon, et puis de fil en aiguille, je me suis rendu compte aussi que on était de plus en plus américains, quoi. On est de plus en plus
habité, absorbé par ça. Ouais, c'est toi qui avais choisi Chicago ou c'est par la force des choses que... Oui, c'est moi qui avais choisi Chicago. T'étais-tu... qu'est-ce qui t'attirait dans cette ville-là? Sincèrement, c'était un prof qui allait donner mon superviseur qui s'appelle Thomas Pavel, qui est un des grands penseurs du roman. Tu sais, c'est le genre d'homme qui peut dire « Je suis spécialiste du roman de l'Antiquité à nos jours. » Non, mais il a lu un peu. C'est assez incroyable. Et c'était quelqu'un, d'ailleurs, qui était très intéressant parce qu'il avait un regard très original. Lui, il vient de la Roumanie. Il a connu le communisme. Il s'est sauvé de ça dans les années... il s'était sauvé du communisme dans les années 70. Et puis, il était venu à Montréal. Okay. Il a été prof à l'UQAM. Après ça, à Ottawa. Après ça, je pense qu'il est passé aux États-Unis à Yale ou Princeton, je pense, puis Chicago. Okay. Alors, mais c'était donc, il y avait un lien avec Montréal. Puis, c'était beaucoup lui. C'était beaucoup lui. Puis, je pense que j'avais comme l'envie d'une sorte de dépaysement. Je connaissais bien la France. Puis, je m'étais dit, je vais essayer quelque chose de différent. Les États-Unis. Ouais, ben écoute, moi j'ai été à Chicago. On a parlé de mon parrain, Michel Goulet, là, qui était échangé avec les Blackhawks. J'ai toujours eu une obsession pour Chicago. Tout ça. Puis j'étais avec mon gérant voir justement les Blackhawks puis les Bears au Soldier Field puis tout ça. Puis j'ai beaucoup aimé la ville, mais j'ai trouvé que c'était très américain, Chicago. Oui. Je trouve que c'est probablement la ville la plus américaine dans le sens que tout a brûlé, puis on a reconstruit au complet plus grand, plus les hauts gratte-ciels, puis tout ça, puis l'extravagance américaine, mais en même temps, il y a un sentiment de culture aussi. Il y a de l'architecture magnifique, il y a de l'art un peu partout. Oui. Mais en même temps, c'est très américain dans le sens que tu as les très, très riches puis tu as les très, très pauvres. Tu as le plus beau de l'Amérique puis tu as des crimes sordides vraiment pas loin. Je trouve que c'est la ville la plus américaine aux États-Unis. C'est comme une ville emblématique, tu as raison. C'est vrai que ce qui est fascinant avec cette ville-là, c'est que aussi, tu vois que tu n'es pas sur la côte Est. T'es pas à New York, t'es en termes de rythme. Ouais. C'est très lent. C'est-à-dire, tu es dans une immense ville, des millions d'habitants. Le métro va à une lenteur qui n'a aucun sens. Tout est lent. Tu sais, je me rappelle encore, ça fait une semaine que je suis là-bas, j'arrive au bureau d'une vice-rectrice. Je ne me rappelle plus de son titre exact, mais c'était quand même quelqu'un d'important qui devait signer des papiers, puis tout ça. Elle passe 1 heure avec moi à jaser. Puis là, après 1 heure, j'étais comme gêné. Je vais m'en aller à un moment donné. Elle dit, est-ce que ça te tente qu'on aille visiter le campus? Là, j'ai dit, soit qu'il y a un malentendu, elle me prend pour un fils de diplomate, un type. Puis non, c'était simplement l'hospitalité du Midwest. On prend le temps. Par contre, quand tu as besoin de papier, il faut que tu t'attendes que ça va être long aussi. À ce point-là. Tout est un peu inefficace et relax. Et tu as raison, c'est vrai que c'est une ville qui est dans des contrastes incroyables parce que moi, je me souviens encore, il y a deux gros aéroports. Le principal, c'est O'Hare, puis il y a le Midway qui est comme le vieil aéroport. Okay. Puis, un peu comme, je sais pas, le Bourget à Paris qui est comme le vieil aéroport, un peu plus petit. Puis quand tu pars du Midway puis tu t'en vas à l'Université de Chicago, tu traverses des quartiers, c'est de l'architecture d'Outremont ou de Westmount, mais placardée. Puis placardé pendant des kilomètres. Ouais. C'est-à-dire des maisons amochées. Il y a un énorme potentiel, mais il y a une énorme pauvreté. Puis la plus grande pauvreté que j'ai vue dans toute ma vie, c'est pas à Chicago, mais c'est dans ce coin-là, c'est dans le Midwest. Il y a des villes comme Louisville au Kentucky, où je suis déjà allé. Tu es dans le centre-ville, tu as 2 rues qui sont comme des rues avec des grands édifices, puis c'est très beau. Tu traverses ces 2 rues-là, tu as l'impression de traverser un décor de carton-pâte de film. Puis en arrière, là, toutes les maisons sont toutes défraîchies, défaites. On n'a pas idée de ce que c'est ici au Québec, une pauvreté comme... Parce qu'il y a une honte aux États-Unis qui s'attache à la pauvreté. Ça, je ne l'ai pas écrit dans mon livre parce que ça m'a quasiment trop marqué. Mais je me rappelle, j'étais à Louisville. J'étais allé faire un colloque. Un colloque, j'avais roulé, je pense, 20 heures de char pour aller parler à 15 personnes. Puis, mais je me rappelle encore, je suis en train de marcher avec un ami. On est au centre-ville de Louisville. On traverse un McDonald's, puis un stationnement. Puis, il y a le drive-in, donc le service au volant. Puis, il y a une femme qui est dans sa voiture, une vieille voiture. Je vois rarement des voitures aussi abîmées.
Et quand puis c'est une femme noire, donc afro-américaine, et quand elle nous voit la regarder, puis j'ai pas compris ce qui s'était passé au moment, elle nous regarde et elle nous dit « Don't look at me, don't look at me ». Puis elle répétait ça comme parce que, et après je comprenais pas, elle avait honte. Elle avait honte de cette pauvreté-là, elle avait honte, et elle avait probablement l'impression que nous, on la regardait des hommes blancs en la jugeant, alors que nous, on était deux gamins, des jeunes, disons, de Québécois qui n'avions aucune idée. Mais j'ai vu comment ça pouvait être ça peut être un pays dur. Ben, écoute, t'en parles, puis on dirait que je réfléchis à voix haute, mais c'est peut-être pour ça qu'il y a autant de violence, parce que c'est pas supposé être ça, être américain, être pauvre, c'est supposé être un rêve extraordinaire, puis là, t'arrives, puis c'est rough, puis garde, pourquoi pas prendre les armes, puis essayer d'aller chercher la richesse, puis de vivre ça, tu sais, il y a beaucoup de ça dans les quartiers plus pauvres, puis il y a un écart incroyable. Tu sais, à Chicago, justement, je pense que c'est le plus haut taux de meurtre là, dans la ville de Chicago, si je me trompe pas. C'est des chiffres hallucinants. Là. On est dans les... Chicago, c'est ça, mais Chicago, c'est aussi les maisons dans Home Alone. Là, le quartier de banlieue, les maisons extraordinaires. Absolument. C'est ces deux choses-là qui se côtoient, puis ça peut pas exploser. Là. Quand tu es extrêmement pauvre, puis tu vois ça de l'autre bord, puis tu es comme, mais pourquoi c'est pas moi, tu sais? J'ai comme l'impression, j'ai beaucoup réfléchi à ça, la violence, puis je me suis rendu compte d'une chose, c'est une constante dans l'histoire américaine, d'abord, la violence intérieure. La violence par l'esclavage, la violence par la guerre civile, la violence tout court. Il y a une fascination aux États-Unis pour les armes. Et tout ça, je pense que c'est, bizarrement, tout pays qui a des aspirations impériales doit gérer et vivre avec une violence intérieure. Et hélas, tu sais, je veux dire, ce qu'on vit présentement là, aux États-Unis, là, ça s'est un petit peu apaisé parce que, mais il y a eu Black Lives Matter, le mouvement qu'on a vu apparaître, c'est le retour du même. Là, je veux dire, dans les années 60-70, les émeutes, les manifestations, il y en a eu, je veux dire, on est un peu amnésique, dans le sens où on a l'impression que c'est quelque chose de nouveau. Puis moi, je t'avoue, Guillaume, que sincèrement, là, je l'ai vu, l'horreur, la pauvreté aux États-Unis, mais j'ai aussi vu avec Obama plein de gens relever la tête. J'ai senti que ça avait fait une différence. À Chicago même, je le voyais chez les Afro-Américains, cette espèce de confiance un peu comme retrouvée. Puis j'ai été comme vraiment perturbé et abattu par ce qu'on a découvert dans les 2 dernières années. Oui, on parlait de violence aux États-Unis. C'est quelque chose qui est quand même très, très important. Ça fait partie de la culture américaine, là, presque. Là, tu penses, toi, c'est parce que c'est un empire, dans le fond. Oui, moi, je pense que... C'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier quand même qu'aux États-Unis, on a compris très rapidement que la violence armée, paradoxalement, pouvait nous amener à la liberté. Je veux dire, la guerre d'indépendance, c'est quand même ça. Donc, autrement dit, déjà au départ, on a comme fait la preuve aux États-Unis que c'était une manière de régler des problèmes. Oui. Non, mais écoute, c'est épouvantable ce que je viens de dire. Mais c'est parce que c'est épouvantable pour des gens comme nous, au Québec, qui sommes des pacifistes assez militants, disons, on pourrait dire. Mais je pense qu'il y a quelque chose là, c'est-à-dire que, autrement dit, aux États-Unis, il y a un culte de la force, il y a une fascination pour la force, et c'est un peu une sorte de... C'est une culture, dans le fond, où il y a... la force, c'est comme toujours... il y a une sorte de logique presque de surenchère, c'est-à-dire que aux États-Unis, on dirait quand il y a de la violence, il faut répondre par plus de violence. Puis pour répondre à cette violence-là, il faut répondre par plus de violence jusqu'à temps que ça pète et que ça fasse, mettons, la guerre civile ou que ça fasse les émeutes des années 60. Puis c'est terrible, mais c'est une logique guerrière et c'est une nation qui n'est pas une nation guerrière comme ont pu l'être, je sais pas moi, ont pu l'être des pays d'Europe qui étaient qui ont eu des velléités impériales affirmées et affichées, parce que les États-Unis ont jamais fait des guerres de conquête, disons, intérieures. Ils ont conquis leur territoire. Mais il ne faut pas oublier non plus que les guerres indiennes, ça a été horrible. Les années 1850, c'était des bains de sang. Donc, il y a quelque chose dans cette culture-là qui laisse à la violence et à la force une place que nous, au Québec,
ne comprend pas. Et je dirais même pas juste nous au Québec, au Canada en général, on est dans un pays où il se passe pas grand-chose. Ouais, mais dans plusieurs pays du monde, on a de la misère à comprendre ça. Je veux dire que ce soit... je me rappelle de l'humoriste que j'aime bien, Jim Jeffries, qui est un Australien qui avait fait un numéro sur les armes à feu aux États-Unis, puis relever toutes les incongruités de leur rapport aux armes à feu. Mais ça, les gens riaient, mais tu voyais que ça passait moins bien que dans n'importe quel pays du monde. Mais il y a un rapport comme viscéral avec l'arme à feu. Si tu leur retires ce droit-là, tu leur retires la liberté, on dirait. Là, c'est assez étrange. Ce qui est un peu particulier, c'est quand même, par exemple, quand on regarde l'évolution de ce qu'on appelle les tueries de masse. Ouais. On voit quand même que depuis les années 60, on fait des statistiques, la décennie 2010 a été marquée par une hausse assez incroyable. C'est la pire décennie, dans le fond, depuis qu'on fait des statistiques. Puis ce qu'on appelait une tuerie de masse, au départ, c'était un événement où il y avait 4 morts et plus. Okay. Là, ils ont changé récemment la définition, le Gun Archive Violence, qui est comme un organisme qui a dit non, on va arrêter de compter juste les morts, mais on va compter les victimes aussi, ceux qui ont été blessés. Ouais. Puis on va considérer que dès qu'il y a 4 blessés ou plus, c'est une tuerie de masse ou c'est un. Ce qu'ils appellent en anglais, c'est parce que la différence en anglais, ils appellent ça mass shooting. Donc, alors, c'est pas tuerie, mais shooting. Et là, les chiffres sont devenus hallucinants. Je veux dire, c'est dans la décennie 2010, je pense qu'on a 2000 événements, là. Tu sais, c'est comme... C'est incroyable. C'est incroyable. Non, c'est incroyable. Effectivement, il faut le compter comme ça, parce que c'est pas parce que t'as pas de... Mettons, tu tires plein de monde puis il n'y a pas de mort parce que t'es pas bon. C'est quand même une tuerie de masse. Il y a quand même quelque chose dans ces... Et ce que ça... Je pense que ce que ça révèle, c'est que peut-être il y a une montée, paradoxalement, ça va avec une montée de courants complotistes. Ça va avec une montée d'une méfiance, une méfiance qui est de plus en plus marquée envers les gouvernements. C'est pas nouveau, la méfiance, mais c'est marqué aux États-Unis. Tu sais, par exemple, le 11 septembre, il y a pratiquement la moitié de la population qui pense que c'est pas arrivé comme les autorités le décrivent l'événement. Alors, ils ont des théories qui sont parfois complètement farfelues, d'autres moins farfelues, mais quoi qu'il en soit, il y a une grande méfiance. Et quand il y a une grande méfiance, ça veut dire au fond que l'individu se replie un peu sur ses propres ressources pour assurer sa sécurité. Se débrouiller lui-même. C'est ça. Puis faire son propre gouvernement. Voilà. Et en fait, ce qui est particulier avec cette histoire-là, c'est que c'est l'envers sombre d'une grande valeur américaine qui a été formulée au 19e siècle par Emerson, qui a parlé de self-reliance. Self-reliance, c'est cette espèce de capacité d'autonomie, de confiance en soi. Self-reliance, ça se traduit mal en français, mais je sais pas, ce serait quelque chose comme une sorte de capacité à compter sur soi-même. Ouais. Une sorte d'indépendance. Et ça, c'est très fort aux États-Unis. C'est un pays d'entrepreneurs, c'est un pays de gens qui prennent les choses en main. Puis c'est un pays, tu sais, les town halls, on réalise pas à quel point c'est une tradition forte. Puis nous, on regarde, mettons, les élections en disant « My God, ils sont en retard, regarde comment c'est tout croche. » Non, c'est parce que chaque État, chaque comté, chaque village tient à sa méthode. Ils sont très farouchement défenseurs de la liberté. Mais le problème, c'est que l'envers de ça, c'est que quand ils se mettent à voir les choses en noir ou à mal voir le monde ou à mal lire les choses, effectivement, ils prennent les armes. Puis là, ça donne la maladie mentale qui a les moyens de détruire. C'est ça qui se passe, là. Ouais, mais j'ai beaucoup aimé le parallèle que tu fais dans ton livre par rapport aux tueries de masse et au terrorisme, aux attaques terroristes, que toi, tu dis finalement, c'est à peu près la même chose, mais on dirait qu'on ne veut pas le nommer. Moi, on dirait que c'est la première fois que je lisais quelqu'un qui fait le parallèle clairement, mais c'est vrai, c'est souvent c'est à peu près le même schéma. C'est le même schéma. Une des différences, puis je pense pour ça qu'il y a un malentendu, c'est que souvent, quand on va parler du terrorisme, on va dire que ce sont des actes de destruction, de tuerie, au nom d'une cause qui est peut-être plus nettement identifié. Tu sais, comme, mettons... mais en même temps, quand tu te mets à écouter comme il faut mettons, les discours d'Al-Qaïda à l'époque ou du Daesh dans les dernières années,
c'est pas super cohérent non plus. C'est une sorte de délire limite contrôlé, mais c'est une sorte de délire qui n'est pas si loin de la folie dans laquelle se trouvent plongés des gens qui prennent les armes comme ça. Pour moi, par exemple, ce qui est arrivé au Vieux-Québec récemment, je considère que c'est un acte terroriste. Mm-hmm. C'est un acte terroriste qui n'est pas fait au nom d'une cause, mais l'effet, c'est celui de provoquer la terreur dans la population par la mort ou le meurtre. Pour moi, c'est pas si différent d'Alexandre Bissonnette, qui pour moi aussi a commis un acte terroriste. Oui, puis qu'il y avait une cause, entre guillemets. Je veux dire, il y avait sa cause. Ouais, il y avait sa cause. Et dans les deux cas, ce qui relie ces deux groupes-là, les terroristes et les... Si on veut continuer quand même de les séparer, là, les terroristes et les auteurs de tueries de masse, c'est que dans les deux cas, ce sont des gens qui n'ont pas réussi à s'intégrer, qui sont un peu les laissés pour compte, ou en tout cas qui se sentent des laissés pour compte dans leur propre communauté, qui se sentent les victimes de quelque chose. Puis, tu sais, il faut bien voir, sans aucunement justifier des actes terroristes, que dans les pays arabes, qui sont des pays où il y a une proportion de jeunes incroyable, hein, les moins de 20 ans, mettons dans le Maghreb, c'est hallucinant. C'est des pays qui poussent. Et évidemment, ça crée des problèmes de chômage, ça crée des problèmes de carrière, d'avenir. Puis à un moment donné, il y a des gens qui arrivent avec des discours pour dire, regardez, c'est de la faute de ce grand Satan ou de ce... Et au fond, c'est un peu comme si les gens qui font des tueries de masse se sentent pareils. D'ailleurs, ce qui est assez frappant, c'est que ceux qui font des tueries de masse visent toujours des lieux de rassemblement. Parce que l'idée, c'est un peu... Évidemment, c'est parce qu'ils probablement ils veulent faire le plus de victimes possible, mais symboliquement, ça dit quelque chose. Ça veut dire, je vise des lieux de rassemblement, je vise des lieux où la communauté se rassemble, parce que je veux précisément montrer que j'ai été exclu. Oui, j'en ai pas fait partie, voilà. Vous allez payer. C'est ça, et vous allez payer. Et pour moi, le lien, c'est qu'on a commencé à parler beaucoup de terrorisme, évidemment, après septembre 2001, mais il ne faut jamais oublier qu'aux États-Unis, il y avait eu au milieu des années 90, je pense en 97, mais il faudrait que je vérifie mes dates, à Oklahoma City, Timothy McVeigh, qui était un militant d'extrême droite et qui finalement avait fait exploser un édifice du gouvernement à Oklahoma City. Et il l'avait fait d'ailleurs contre le gouvernement américain qui avait permis à l'armée américaine d'aller attaquer Waco au Texas où se trouvait la secte des Davidiens. Oui. Ça devient complexe. Il a foutu le feu là-dedans, puis tout ça. Mais au fond, si on se place du point de vue de McVeigh, il avait l'impression qu'il se sentait victime du gouvernement américain. Okay? Et il sentait que certains membres, certaines gens aux États-Unis, donc la secte des Davidiens, avaient été victimes de l'armée américaine. Or, quand on y pense, c'est précisément le motif d'Al-Qaïda. Il se sentait victime du gouvernement américain, il se sentait victime de l'armée américaine, et donc ils ont commis des gestes terroristes. C'est le même motif. Mais je pense que c'est important de le dire puis de nommer ça parce que dans la tête de la plupart des gens, le terrorisme, c'est islamique. C'est ça. Ouais. Mais de la proportion de terrorisme en Amérique, aux États-Unis, qui n'est pas islamique, c'est vraiment, ça dépasse largement. C'est beaucoup plus ça qui se passe. Puis c'est beaucoup plus ça le problème qu'il faudrait adresser que le terrorisme islamique. Ce qui est un peu malheureux, c'est que le 11 septembre, en fait, j'ai un peu, qui est vraiment malheureux, c'est que le 11 septembre a été commis au nom d'une haine ressentie. C'est-à-dire, au nom d'une haine ressentie, il y avait une sorte de sentiment d'aliénation, sans doute, chez ces terroristes-là. Mais le problème, c'est que si la haine n'existait pas encore, le 11 septembre l'a engendré. Okay? Donc, c'est c'est comme un acte, au fond, pas une prophétie autoréalisatrice, mais un acte qui auto-engendre, qui engendre ce qu'il cherche à combattre, qui cherche à dénoncer. Tout à fait. On se sent des victimes, on va faire un acte terroriste, et après ça, c'est quoi le résultat? On va être des victimes. Parce qu'au fond, il ne faut pas se le cacher, depuis 20 ans, c'est ce que ça a fait. Et tous les débats qu'on a sur la laïcité, là, et puis sur on a beau employer les termes les plus généraux possibles, dans les faits, c'est toujours pas mal la même minorité, l'arabo-musulmane, hélas, qui est
visé ou qui répond ou qui et donc c'est clairement une sorte de conséquence. C'est sûr que même avant 2001, on sentait il y avait déjà il y avait eu des attaques sur des bateaux en Somalie, il y avait eu les Américains n'étaient pas si surpris. Tu sais, ça, c'est une chose aussi qu'on oublie. Ben Laden était déjà connu aux États-Unis. Oh oui, parce qu'en 93, parce qu'en 93, ils avaient fait exploser des camions dans le sous-sol du World Trade. Tu sais, je veux dire, c'est quand même... Puis c'était Ben Laden et sa bande qui étaient les commanditaires de l'attentat. Des attentats qui n'avaient pas fait les dégâts espérés. Au fond, leur but, c'était de faire tomber les tours. Mm-hmm. Et là, la deuxième fois, ils ont réussi. Donc, tu sais, quand, par exemple, il y a des complotistes qui disent « Ah, regardez, ils nomment déjà Ben Laden comme si c'était le Deep State qui essayait de... » Mais non, c'est pas ça. C'est parce qu'ils connaissaient. Puis, qu'est-ce que vous voulez? Ils se doutaient que, tu sais, c'était une... Partie remise. Quoi. Mais tu as raison, ça a été un point tournant pour tout musulman ou arabo-musulman. Moi, tous mes amis me disent qu'il y a un avant puis un après. La manière de se faire voir par les autres, ça a changé du tout au tout. Là. Tout musulman va le dire, ça a complètement... Il y a un poids qui vient avec ça. Il y en avait probablement déjà un, parce que moi, tu sais, je sais pas si toi, tu as connu ça, mais je me rappelle de mes amis au secondaire qui me parlaient d'un livre qu'ils avaient lu « Jamais sans ma fille ». Okay, ouais. Ça dit quelque chose. C'était des histoires qui nous donnaient un peu froid dans le dos sur comment c'était bien épouvantable ce qui se passait dans les pays arabo-musulmans. Ils en ont fait une série, non? Peut-être. Oui. Il y avait déjà, qu'autrement dit, une certaine trame, une certaine... Mais là, 2001 a... Mis le feu au poudre. Ça a été horrible. Je veux dire, on vit encore avec ça. Il y a une polarisation... Ouais. Mais toi, tu parles quand même beaucoup du 11 septembre 2001 dans ton livre et tu dis que tu as hésité, que tu n'étais pas certain, que tu voulais en parler, mais finalement, tu en as parlé. Puis pourquoi tu t'hésitais, puis pourquoi c'est important au final? Bien, je vais te le dire pourquoi j'hésitais. C'est parce qu'il y a tellement de théories qui ont été attachées et tellement de délires qui ont été attachés à cet événement-là que le simple fait d'en parler et d'arriver non pas avec une nouvelle théorie, parce que c'est pas du tout ce que j'essaie de faire, mais d'en parler pour essayer d'en dégager la signification. J'avais peur que des gens se mettent à sourire un peu. De pas être pris au sérieux. En disant, bon, qu'est-ce que c'est? Bon, Bellil il a viré, tu sais. Il est du bord des complotistes. Il est rendu du bord des complotistes. Puis aussi, c'est que, je te l'avoue franchement, à un moment donné, j'ai écrit ce chapitre-là à l'été 2019. Puis, à un moment donné, je sentais que ça pouvait être à l'infini. C'est-à-dire, quand j'ai commencé à parler de la métaphore, le 11 septembre comme métaphore, qui est le titre du chapitre, je me suis rendu compte que il y avait c'était sans fin ce qu'on pouvait dégager de cet événement-là. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, je me rappelle encore, là, j'avais encore comme quelques pages. Ouais, je vais te faire 8 livres là-dessus. J'ai dit, OK, c'est assez. Là. Parce que là, c'était comme c'était comme une métastase qui était en train de se répandre dans mon livre puis de le gangréner. Oui, c'est vraiment le sentiment que j'avais. Je dis là, il ne faut pas que cet événement-là prenne le contrôle du livre. Oui, je comprends. mais blague à part, c'est ça, c'est que je me suis rendu compte à un moment donné que, en fait, cet événement-là avait cette faculté de nous faire sentir ce que je ressentais. C'est-à-dire que parler du 11 septembre, parler de toutes ses conséquences, ça nous plongeait d'emblée dans une sorte de flou où la vérité, le mensonge, la réalité, la fiction, le vrai, le bien, le mal, toutes ces notions-là devenaient un peu ambiguës, difficiles à cerner. Et voilà, donc quand j'ai compris que ça faisait... Et je fais un parallèle dans mon livre, je le dis dans le livre parce que c'est pas du tout du même ordre, mais tu sais, Adorno, qui est un philosophe que j'admire beaucoup, tu sais, qui a écrit cette phrase magnifique que moi je médite ces temps-ci, jour et nuit. Il dit « Le principe formel le plus fondamental d'un essai, c'est l'hérésie. » L'hérésie. Puis l'hérésie, ça veut dire que quand tu es un essayiste, la chose que tu dois faire, c'est signer une hérésie. C'est faire quelque chose d'hérétique au sens où tu dois choquer et bousculer les conventions. Tu dois arriver en disant, par exemple, vous pensez ça, mais en réalité, c'est totalement autre chose. Et Adorno disait, après la Deuxième Guerre mondiale, avait dit,
écrire un poème après Auschwitz est un acte barbare. Puis ça, il y a des poètes qui ne l'ont pas encore digéré. Qui l'ont pas pris. mais ce que Adorno voulait dire, c'est pas qu'il fallait arrêter d'écrire de la poésie. C'était pas ça. Ce qu'il voulait, parce que d'ailleurs, il y en a lu, il en a commenté. C'est un grand lecteur de Paul Valéry, tu sais, qui était un grand poète. Ce que Adorno voulait dire, c'est la seule chose raisonnable à faire devant Auschwitz, puis je pense qu'on aurait pu inclure Hiroshima, c'est de se taire. C'est-à-dire, les mots ne peuvent rien faire devant un événement d'une telle ampleur, d'une telle horreur, d'une telle folie. Tu sais, taisez-vous, on prend un break, time out. On se tait. Et la particularité du 11 septembre, qui n'est pas du tout l'équivalent, je le répète, c'est quand même au final pas du tout la même chose, mais quand même pour nous là, qui avons un peu de vécu, il y a un avant, il y a un après, c'est un moment marquant. Probablement que la pandémie sera un peu cet équivalent-là. Puis ça n'a rien de dire, j'entends des fois des gens qui disent « Oui, mais la grippe espagnole, c'était autre chose. » Bien sûr que c'était autre chose. On n'était pas dedans, la grippe espagnole. À notre échelle, à nous, c'est marquant. Mais le 11 septembre, l'effet, ça a été le contraire. C'est-à-dire, écrire après le 11 septembre, non seulement c'est pas un acte barbare, mais tout le monde s'est mis à écrire. Tout le monde s'est mis à parler. Tout le monde a son opinion. On s'est mis à puis, tu sais, de voir comment tout le monde s'est mis à scruter des images, puis à regarder des pixels pour voir peut-être que derrière l'avion se cache un missile. Puis, écoute, on est allé loin. Incroyable. En tout cas, donc, voilà. Donc, c'est pour ça qu'à un moment donné, j'ai dit, OK, donc, je vais assumer ce que j'écris. Mais je trouve que tu le fais vraiment bien, en fait. Il y a souvent cet effet-là, je trouve, dans ton livre où je me dis au début du chapitre comme OK, pourquoi il parle de ça s'en va où avec ça? Puis là, tu nous ramènes ça, puis comme ah oui, ça fait du sens, c'est bien joué, bien tourné. Mais pour en revenir au 11 septembre, tu dis que c'est pas mal le début, justement, du complotisme. Tout le monde a entendu les théories de complot sur le 11 septembre. Oui, il y avait des théories de complot avant, le JFK et tout ça. Mais là, les théories de complot là, avec des vidéos YouTube puis des explications, des documentaires aussi là-dessus, ça a été le début de ça. Pourquoi tu penses? Bien, d'abord parce qu'il s'est passé une révolution qui s'est produite dans les années qui ont suivi, mais qui était déjà en marche. C'est Internet. C'est le web, c'est les réseaux sociaux. Facebook est né, je pense, en 2006. Instagram en 2009, en tout cas, tu sais, ça. Et puis bon, il y a YouTube, il y a tout. C'est-à-dire qu'autrement dit, c'est à une époque où on a assisté en même temps à une démocratisation extraordinaire des médias. Et donc, chacun s'est mis à pouvoir défendre sa vérité. Avec un petit montage. Avec un petit montage. Avec une musique, puis avec une musique, avec une voix, puis avec des statistiques, puis on ne sait pas d'où ça vient, puis c'est pas grave. C'est arrivé en même temps. Alors, je pense qu'il y a beaucoup ça. Il y a beaucoup cet élément-là qui a joué. Donc, on a eu les instruments, les outils technologiques pour nous permettre de diffuser des théories qui probablement existaient depuis déjà longtemps, c'est-à-dire, mais ça se passait entre toi et moi, assis à la taverne ou dans le salon devant le feu, à boire un verre, puis ça sortait pas, tu sais. Alors que là, ça sort. Mais l'autre chose, puis ça m'a beaucoup frappé quand j'ai commencé à analyser ça, c'est quand, en 2003, les États-Unis... Alors, d'abord, les États-Unis partent en guerre en Afghanistan. Ça, c'est dès 2001. Puis c'est logique. Disons, d'un point de vue purement, je sais pas, le géostratégique, c'est logique. On pense que Ben Laden est là. Puis bon, on va essayer d'aller le capturer. Mais très vite, on se rend compte qu'ils en ont vu, eux autres. Hein. Les Afghans, là, ils ont eu sur le dos les Britanniques, les Soviétiques, les Américains. Il n'y a jamais personne qui a réussi à prendre le contrôle de ce pays-là, parce que c'est un pays de montagne, c'est un pays de... Enfin. Mais alors là, à un moment donné, les États-Unis sont dans une situation où cette guerre-là ne produit pas les effets voulus, et puis il y a une grogne au pays. Puis Bush, 2004 approche, sa réélection est en jeu, et c'est là qu'ils vont commencer à travailler un scénario pour convaincre des pays de se joindre à eux pour attaquer l'Irak. OK. Ils ont mis au point leur conspiration. Ils ont mis au point leur conspiration. Et d'ailleurs, on sait on sait que, je pense que c'est Richard Clark qui en a parlé, Dick Clark qui en a parlé, qui était lui-même au sein de l'intelligence, enfin des services secrets américains.
il sait, il le dit dans un livre, que dès le lendemain du 11 septembre, déjà on parlait d'Irak autour de George Bush. OK? Parce qu'en fait, au fond, on cherchait... Il y avait un prétexte qu'on cherchait. Bon, mais revenons en 2003. En 2003, on envoie Colin Powell à l'ONU, puis on envoie Colin Powell à l'ONU parce qu'il jouit d'une réputation hors du commun. C'est un homme qui est très respecté, et aussi du côté démocrate, mais aussi quand même, là, je vais dire un truc horrible, mais c'est terrible, mais c'est comme, pense-y, Guillaume, je ne sais pas si c'est des hommes blancs qui disent « Va au bat à notre place. » Oui, va à l'abattoir. Va à l'abattoir à notre place. Avec ton PowerPoint, là. Oui, tu sais. Fait que Powell, je veux dire, c'est quand même la répétition d'un vieux schéma américain où on dit des hommes blancs vont envoyer un homme noir un peu à l'abattoir. Puis Powell, c'est une tâche pour le reste de sa vie. Il le dit, il le sait. Puis c'est terrible. Mais bon, enfin, il l'a fait. Il va à l'ONU et là, il présente les preuves, soi-disant, irréfutables de la présence des armes de destruction massive en Irak. Et là, ce qu'il fait, sans s'en rendre compte, il est en train de fournir aux complotistes la méthode. Alors, il leur dit d'abord, ça vous prend un méchant, ça vous prend un ennemi. Alors là, c'est Saddam en lien avec un axe du mal, là, tu sais, whatever, pas important, peu c'est importe. méchant. Okay, mais c'est Saddam. Okay? Deuxièmement, ça vous prend des dangers. Et là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre des images, puis vous allez trouver des affaires qui ne sont pas là. Tu sais, vous allez comme garder, là, tu sais, à un moment donné, c'est très précis, là, il montre des images, puis là, il dit, regardez, ça, c'est des camions remplis qui servent à, je sais pas, là, transporter tel genre de matériel radioactif. Puis là, il arrive avec même des tubes d'aluminium. Il monte les tubes. Là, imagine que les ambassadeurs sont comme... Je sais pas, là, j'imagine que tu sais de quoi puis en fait, ces tubes-là d'aluminium sont même pas capables de tenir le plutonium. Il avait été au Rona chercher ça. Ouais, c'est ça, tu sais, les tuyaux de poêle, là, tu sais. Il n'y a rien qui tient la route. À un moment donné aussi, il voit des camions, finalement, c'est des camions citernes avec de l'eau, tu sais, c'est ça qu'on a découvert. Il n'y a rien de ce qui... Rien qui marche. Mais en fait, il fournit la méthode parce que, au fond, cette présence-là à l'ONU, lors de laquelle, d'ailleurs, Dominique de Villepin, qui était le ministre des Affaires étrangères français, va faire un discours mémorable, hein, où il va vraiment vilipender les États-Unis. Puis quand même, à cette époque-là, Jean Chrétien, qui était le premier ministre du Canada, va dire non à la guerre. Oui, on peut louanger pour ça. Ben, c'est parce que le Canada, c'est une succursale, mine de rien, pas mal des États-Unis. Là. On le voit avec Meng Wanzhou. Là, les États-Unis ont dit arrêtez-la donc, elle, là, la femme de Huawei. Là, puis finalement, c'est nous, au Canada, qui sommes pris avec le problème. Mais là, bref, ils ont donné la méthode. Puis en fait, ce que tous les complotistes se sont mis à faire après, c'est à faire exactement ce que le gouvernement américain avait fait. Et donc, le gouvernement américain a brisé lui-même le lien de confiance avec sa population, lien qui était déjà sans doute fragile, en mentant de manière éhontée. Puis quand je dis mentant de manière éhontée, là, je veux dire, vous ferez des recherches sur... Faites vos recherches. Non, mais, mettons, on lit toutes les grandes revues de géostratégie, de stratégie militaire. Je veux dire, ça a été détruit. Je veux dire, tout le monde sait que c'était n'importe quoi. Tout le monde sait que c'est même pas ambigu, là, tu sais. Mais tout ça pour dire qu'ils ont fourni la méthode. Et donc, ils ont créé le doute. Ils ont menti à la face du monde. Ils ont prêté le flanc à toutes les critiques. Ils ont prêté le flanc à toutes les critiques en devenant eux-mêmes des complotistes. Ben après, il n'y a pas de surprise. Quand, par exemple, ça, c'est la plus hallucinante, parce que j'ai fait le tour des théories du complot. À un moment donné, il y en a une, c'est la No Plane Theory. Ah, c'est ça. C'est la No Plane Theory, là, c'est du monde qui pense... Écoute, pour te dire tellement c'est flyé, ça a créé un schisme dans le milieu de ceux qu'on appelait les truthers. Les truthers, c'est les amoureux de la vérité. Ouais. Ce qui est déjà assez intéressant, tu sais, alors que ils sont totalement dans le champ, mais bref. La No Plane Theory, c'est une théorie développée à la fin des années 2000 où on s'est mis à penser que, en fait, c'était pas des avions qui avaient frappé les tours, c'était des missiles, probablement des missiles de l'armée américaine, et qu'en fait, tous les réseaux de télévision diffusaient les images en différé de quelques secondes, le temps de permettre à l'armée américaine de plaquer sur les missiles des hologrammes d'avions. Et là, évidemment, ça voulait dire que tous les gens qui étaient dans
mettons, dans la ville qui avait vu des avions, n'avait pas vu des avions. Il n'y avait pas les bonnes images dessus. Puis, tu sais, écoute, et là, mais en fait, quand tu les écoutes, ces gens-là, puis moi, je ne pouvais pas faire autrement que penser à Colin Powell, qui fixait des pixels d'images satellites d'Irak et qui dit regardez là, on voit telle affaire, puis on la voyait pas. Quoi? Ben, ils ont fait la même chose. Donc, ce délire-là, et Trump, c'est un produit de ça. C'est-à-dire, le fameux fake news là, qui lance à tout bout de champ dès qu'il est contrarié, ben, c'est un produit d'une culture qui est de plus en plus en rupture. Une culture populaire, disons, qui est de plus en plus en rupture avec ses élites, ça c'est clair. C'est le produit. On peut en reparler parce que c'est quand même complexe. Là. Trump, c'est pas juste un imbécile. Oui, il est un peu imbécile, mais... Mais j'ai lu un article là-dessus qui disait que justement, c'est quelqu'un qui il manipule bien les codes. Il manipule plus ce qu'on pense. Oui. Il joue à l'imbécile bien souvent. Puis il nous donne ce que nous, on veut. Là, mettons les petits progressistes là, fatigants. Il va nous donner ce qu'on aime haïr. Oui. C'est vraiment quelqu'un de plus bright qu'on parce pense. Que c'est un agitateur exceptionnel. Ça m'a frappé. Il y a 2 moments où on voit un autre personnage. À un moment donné, ça, je pense que ça doit se trouver sur YouTube. Là. À un moment donné, il participe à un souper bénéfice pour Hillary Clinton. OK, ça, c'est il y a longtemps. Et là, le discours de Trump, bon, c'est pas devenu un érudit de la New York University, là, mais tu sais, il parle comme une élite new-yorkaise. C'est-à-dire, il y a un ton élégant, il y a une sorte d'humour qui fait penser un peu au genre d'humour qu'on a aux États-Unis entre président et candidat. Là, ha, ha, je te gratte un peu, tu me grattes un peu, puis on s'amuse. Et il maîtrise tous les codes. Et l'autre moment, je pense, tu le réécouteras, parce que c'est que son discours, le soir qu'il a gagné les élections, en 2016. Quand il gagne les élections en 2016, il est tellement surpris d'avoir gagné, il est tellement... que son réflexe, c'est de jouer le rassembleur. OK? Et alors, il parle de Hillary Clinton, puis il dit je la félicite pour une campagne qui a été menée avec fougue et énergie. Puis là, il y a des gens dans la salle, il a eu pas Trump, mais il a eu Hillary. Puis là, il a dit non. Puis là, c'est comme si le personnage crasseux n'est pas là. Parce que, peut-être qu'il n'est pas là parce que, alors, qui est le vrai Trump? Je ne sais pas. Ouais. Mais en tout cas, mais moi, j'en ai déjà entendu des discours de lui que ça faisait du sens, il avait l'air intelligent, puis j'étais d'accord avec lui, mais ça, sont plus obscurs, ces discours-là. Il y en a que ça date de plus longtemps, mais effectivement... Ils n'enflamment pas le web, ceux-là. Non, c'est ça. Mais oui, je trouve que c'est un personnage plus complexe qu'on pense, puis il va jouer à cet imbécile-là parce que quand c'est payant pour lui. Mais toi, tu penses que... On va revenir au complot un peu plus tard, mais c'est parce que dans ton livre, toi, tu en as parlé en entrevue aussi, tu n'es pas d'accord avec cette espèce de théorie-là que c'est le déclin de l'Empire américain. Mais tu ne penses pas qu'il y a beaucoup de responsabilité de Donald Trump là-dedans? Parce qu'on dirait que Donald Trump, c'est comme l'aboutissement ultime de c'est quoi être un Américain. Là. Lui, il représente toutes les moins bonnes valeurs américaines, c'est-à-dire l'argent, le self-made man, même s'il n'est pas vraiment self-made, les mensonges, l'extravagance, le sens du spectacle, puis tout ça, puis on se dit, OK, mais si ça, là, c'est l'aboutissement de c'est quoi être un Américain, c'est une catastrophe que ça donne. Fait que ça peut pas faire en sorte... Ça peut pas mieux aller, là, les États-Unis, quand on a mis ça au pouvoir. C'est ça l'aboutissement du pire d'être un Américain. Tu penses pas qu'il y a un peu de ça dans le fait qu'on pense que c'est le déclin en ce moment? Oui, on est complètement... on a été complètement, puis on l'est encore. Il a beau avoir perdu les élections, il maintient... un peu se maintient dans l'actualité. Bon, il est toujours président, il faut dire. Oui, il veut rien savoir de lâcher le morceau. Non. Puis, on est complètement obnubilé par ce personnage. Moi, il y a une chose qui m'a beaucoup marqué quand j'étais à Chicago. Bon, d'abord, juste une anecdote, mais à un moment donné, je le raconte au début de mon livre, mais je suis au centre-ville, en pleine Obamanie, puis j'arrive en face d'un immense édifice qui va devenir le 2e plus grand de Chicago, après la Sears Tower, qui est quand même un énorme édifice. Je pense qu'aujourd'hui, on l'appelle la Willis Tower, là, parce que Sears... vas-tu magasiner chez Sears? Bien. Je pense que c'est fini un peu. Bref, mais cette tour-là, c'est fou parce que symboliquement, c'était ça.
la tour était en train d'être finie. Une flèche de verre sur le bord du lac Michigan et à l'embouchure de la Chicago River qui traverse le centre-ville au nord. La tour n'est pas encore habitée, occupée. Autour, il y a une sorte de barricade ou de palissade de bois, comme on a souvent autour des chantiers. Mm-hmm. C'est placardé de visage d'Obama. Et je m'approche et la tour a déjà son nom. Puis là, c'est la Trump Tower. Ouais. Puis là, moi, j'ai pas, évidemment, sur le coup, en 2008, je ne pouvais pas savoir ce que ça représentait. Ouais. Mais quand tu vois Trump qui monte à Chicago comme symbole, c'est comme si Obama amenait Trump. Mais alors ça, c'est une petite anecdote que j'ai trouvée très frappante ou presque une vision quand j'y repense. Mais à Chicago, on m'a dit, j'ai trouvé ça pas mal juste. On m'a dit, le président américain, au fond, a très peu de pouvoir dans la vie des gens. Okay? Le président américain a un pouvoir de représentation, il a un pouvoir d'influence, il signe effectivement des décrets, il a quand même le pouvoir de nommer des gens, forcément, donc ça a un effet. Mm-hmm. Mais on me disait, dans la vie de tous les jours, le président américain n'a presque aucune prise sur ce que nous sommes. Donc, le président américain, c'est beaucoup le visage des États-Unis. À l'intérieur, en effet, on en parle, bien sûr, mais c'est beaucoup aussi le visage des États-Unis à l'extérieur du pays. Autrement dit, nous, on regarde les États-Unis et on regarde les États-Unis par cette lorgnette-là. C'est ce personnage, c'était Obama, là, c'est devenu Trump. C'est une incroyable infopub que Trump a pu être avec ses travers. Il a fait la manchette à tous les jours. Mais dans la vie des Américains, c'est beaucoup moins présent. Et ça, déjà, ça m'a... Puis tu sais, parce qu'au fond, on s'en rend pas compte, mais le premier ministre du Canada, toute proportion gardée, a beaucoup plus de pouvoir au Canada que le président des États-Unis en a sur les États-Unis. Parce qu'au Canada, tu négocies pas avec la Chambre, tu négocies pas avec le Sénat, tu négocies pas vraiment avec les juges, tu les nommes, puis évidemment... C'est moins complexe. Tu leur laisses faire leur travail, mais les pouvoirs que par exemple, prenons un exemple, pendant la pandémie, là, Trump, pendant la pandémie, ne pouvait rien faire d'autre qu'appeler, avec évidemment toujours ses lettres majuscules et ses points d'exclamation, mais ne pouvait rien faire d'autre qu'appeler les sénateurs et les représentants à s'entendre sur un plan de relance. Puis il n'a pas réussi. Il n'y en a pas eu, il y en a eu au début, mais il n'y en a pas eu, cet automne, il n'y en a pas eu. Alors que Trudeau a dit, non, on va se voter des pouvoirs extraordinaires. Et lui, de son propre chef, a signé pour des montants qui ont fait doubler la dette canadienne en l'espace de 3 mois ou 4 mois. Mais c'est juste pour dire que faut pas, on le grossit un peu aussi, ce personnage-là. Oui, c'est un personnage important, mais c'est un personnage qui n'a pas le pouvoir qu'on imagine qu'il a, le président des États-Unis. Et je pense par ailleurs qu'il y a quelque chose de trompeur là-dedans, parce que Trump, c'est vrai, c'est un être décadent. Il suinte la décadence. Puis tu as sûrement vu, des fois, on voit des photos de ses appartements. Oui, c'est d'un mauvais goût. C'est d'un kitsch, mais d'un kitsch décadent. C'est un humoriste, je pense que c'est John Mulaney qui disait que les goûts de Donald Trump, c'est comme si tu donnais des milliards à un clochard. C'est comme la vision de ce qu'un clochard pense qu'il est un millionnaire, milliardaire. C'est comme une caricature. À un moment donné, j'ai vu, il y a une photo, il y a lui, il est assis, mais évidemment, Melania est debout. Là, je suis le maître. Puis là, il y a son petit gars de l'autre bord, Barron, là, qui est à cheval sur un immense peluche. C'est pas un lion ou un tigre. C'est n'importe quoi. mais en même temps, il faut voir que jamais les États-Unis n'ont autant défrayé la manchette. Mm-hmm. Jamais ils n'ont été aussi présents. Jamais nous n'avons autant été intéressés par les États-Unis, au point où moi, j'ai l'impression, depuis 4 ans, qu'on suit plus la politique américaine que notre propre actualité politique au Québec, au Canada, qu'on en connaît presque plus maintenant sur le système électoral américain, qu'on en connaît, gracieuseté de la chaire qui nous donne de l'information, la chaire Raoul Dandurand, mais on en sait plus sur les États-Unis. Trump est déjà un produit. T'sais, Netflix a déjà lancé ses séries, puis je peux te parier que dans les prochaines années, il va y avoir des films, il va y avoir des
Et puis, moi, je me rappelle, surtout au début de son gouvernement, je regardais tous les soirs Stephen Colbert, parce que au début, c'était comme un... À un moment donné, je me suis lassé un peu, là, puis il est devenu moins drôle. Hein. Ils sont tous devenus un peu moins drôles. Oui, parce qu'à un moment donné, il était comme désespéré. Mais ce que je veux dire, c'est que l'effet paradoxal de Trump, c'est que ça a été à la fois le président qui a retiré ses troupes militaires de plusieurs endroits du monde. C'est un président isolationniste. On oublie, mais on n'en parle pas, mais c'est le premier président depuis plusieurs décennies à n'avoir déclenché aucune guerre. Ouais. Okay? Puis qu'il n'a pas un peu aussi créé une certaine paix au Moyen-Orient. Oui. Puis, c'est-à-dire, il a laissé la Turquie prendre la place des Kurdes, mais effectivement, pour la question israélo-palestinienne, il y a eu un certain progrès, mais je ne suis pas assez spécialiste. Je pense que pour juger de la valeur de la chose. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il s'est paradoxalement retiré. Il a beaucoup joué l'America First comme nationaliste un peu. Par en même temps, il n'y a jamais eu une telle force d'occupation des esprits que Donald Trump. Je veux dire, on n'a jamais autant... Même Obama n'avait pas ce pouvoir-là. Ouais. Obama, on le trouvait inspirant, on le trouvait élégant, mais tu sais, alors que Trump, je veux dire, c'est une sorte de spectacle ambulant. Ouais. Et donc, curieusement, c'est arrivé en même temps que le fameux GAFAM était déjà là, mais il a pris un envol et une mainmise, il a exercé une mainmise comme on n'en a jamais vu sur les économies locales, sur la culture locale, sur les médias. Sur... L'Empire invisible. Et l'Empire invisible, c'est ça. C'est qu'à un moment donné, les États-Unis n'ont plus besoin, même si en réalité, ils dominent toujours pas mal plus qu'on pense. Ils ont des bases militaires aux quatre coins du monde. Ils peuvent probablement ordonner l'assassinat par drone d'à peu près n'importe qui. Là. Donc, il ne faut quand même pas exagérer là, leur déclin. Mais en fait, c'est faire une mauvaise lecture de la situation, à mon avis, avec tout le respect que j'ai pour Denis Arcand et ses films. Je pense qu'il s'est trompé là-dessus lourdement. C'est pas un déclin qu'on assiste, c'est à une métamorphose, c'est-à-dire à un réinvestissement de toutes les énergies conquérantes des États-Unis, qui ont été beaucoup des énergies. Il ne faut jamais oublier que les Américains n'ont jamais prétendu avoir un empire. Tu sais, c'est pas les Romains, là. Les autres, ce qu'ils ont voulu faire, c'est du commerce avec tout le monde, avec tous les régimes. Ils en ont changé quelques-uns ou aidé à en faire changer quelques-uns. Quelques stratégies. Le Shah d'Iran, le Chili. L'Amérique latine, je veux dire, ils ont été partout. Mais ils ont toujours joué la carte de la séduction. Puis quand la séduction ne fonctionnait pas, c'était l'agression ou alors un beau mélange des deux. C'est-à-dire, on va t'agresser de manière séduisante. Ouais. Et, excuse-moi l'image, mais c'est un peu ça. Et donc, ils sont simplement en train de réinvestir ce qu'on a appelé le soft power des États-Unis, c'est-à-dire cette force d'influence. Ils viennent de découvrir le véhicule le plus extraordinaire jamais inventé pour nous atteindre jusque dans notre intimité et faire de nous, par le GAFAM, mais en réalité, c'est juste la pointe. Il y a tellement d'autres. Faire de nous, culturellement, dans l'imaginaire qu'on développe, dans notre langage, des Américains, ou en tout cas des Américains en devenir. Et pour moi, c'est pour ça que de penser que les États-Unis sont en déclin, ça nous fait plaisir en réalité. On n'aille pas ça. Ça flatte, parce que surtout au Québec, on n'aime pas trop ça, les gros. On aime ça quand les gros ont de la misère. On a un côté un petit peu... les têtes qui dépassent, on aime ça les couper. Puis là, voir ce gros géant, puis penser qu'il est en train de tomber et de s'effondrer, ça nous a comme fait plaisir. Tout en se gavant de Netflix, c'est ça, Amazon Prime et compagnie, exactement. dans les veines. Il y a cette formule en allemand, le Schadenfreude, c'est la joie maligne. La joie maligne, c'est voir quelqu'un qui a de la misère puis avoir du plaisir. Fait que penser qu'ils ont de la misère, ça nous a fait plaisir. T'sais. Moi, je me souviens, là, le septembre 2001, le jour même, le 11 septembre, j'arrive à l'université, puis il y avait du monde, dans mes amis, j'avais quelques amis, des marxistes, léninistes, hardcore. Là. Eux, là, c'était comme... ils jubilaient, là. Parce que eux, c'est le grand géant vient de s'effondrer, c'est la fin du capitalisme, c'est la fin des États-Unis. Pas du tout. Non, mais c'est intéressant, t'en parles dans le livre, puis on dirait qu'on ne veut pas nécessairement le nommer, mais tout le monde,
on avait ces deux sentiments-là. À quelque part, on se sent américain, on a une certaine sympathie, mais en même temps, on fait comme, OK, le géant tombe, c'est pas mauvais, ils ont peu mérité, ils ont couru après, tout ça. Tout le monde en avait ça à l'intérieur de nous quand même quand cet événement-là est arrivé. Moi, j'avais un peu honte parce que je me souviens, j'en parle dans le livre, donc c'est une honte partagée que j'essaie de comprendre, mais j'avais un peu honte. Mais quand ça s'est terminé, cette journée-là, ça a duré à peu près 2 heures, là, les événements du 11 septembre, j'en voulais plus en guillemets, c'est-à-dire il y avait comme une sorte d'envie un peu malsaine et perverse de spectacle. Oui, comme si je voyais plus, en fait, je pensais même plus aux gens, là, c'était... tu sais, puis je sais pas si... Une phrase horrible de Staline, il dit « Une mort, c'est une tragédie. Des millions de morts, ce ne sont que des statistiques. » Ça, c'est Staline, OK? Mais sans dire que je suis devenu... j'étais un stalinien en Non, mais je comprends ce que tu veux dire. Mais à un moment donné, c'est un peu même avec la pandémie, c'est la même chose. Tu vois les chiffres, tu en prends qu'il y a eu tant de morts aujourd'hui, puis quelque part, tu n'es pas capable de comprendre ce que ça veut dire. Et c'était un peu ça, le 11 septembre. C'était à la télé. On avait l'impression, ça reprenait quasiment tous les codes hollywoodiens qui existaient déjà. C'était du spectacle. C'était un show. Puis, tu sais, même à un moment donné, tu as Bush qui prend la parole, puis qui fait une prière devant la nation, puis qui dit « on va s'en sortir ». Puis tu es convaincu que c'est fini. 10 minutes après, le Pentagone est frappé. Puis là, tout le monde est comme « wow! Okay, quel revirement! » C'est ça! Quel revirement! Bien joué! Bien écrit! C'est comme... La réalité dépasse la fiction. Mais pour en revenir au GAFAM que tu t'appelles un peu l'Empire invisible, au final, je trouve que c'est bon que le rapprochement que tu fais avec Donald Trump, parce que lui, il s'est carrément servi de ça. Lui, il a compris qu'avec ces plateformes-là, ce qui est important, c'est ce qui fait réagir. C'est pas important la vérité, c'est pas important les trucs positifs ou tout ça. Qu'est-ce qui fait réagir? Et lui, il a fait son pouvoir comme ça au final. Il s'est fait élire carrément. C'est une bête de Twitter, réseaux sociaux et tout ça. C'est carrément comme ça qu'il est arrivé au pouvoir. Il y a quelque chose de très américain aussi, je trouve, dans les GAFAM. Tout est binaire. Tout est le bien, le mal. On n'a pas le temps pour les nuances. Qu'est-ce qui fait réagir d'un côté comme de l'autre? Puis je trouve qu'effectivement, ça colonise nos esprits de plus en plus. Trump est une sorte de génie médiatique dans le sens où il s'est saisi de possibilités, il a compris des possibilités que les autres avant lui n'avaient pas encore tout à fait compris. Hitler avait compris... Alors, le parallèle est un peu douteux, là, parce qu'on a beau pour aimer Trump, ce n'est pas Hitler, là, faisons attention, mais Hitler avait compris ça avec la radio. La radio, c'était son médium, et sa voix à la radio, elle avait cette espèce de résonance. Elle a toujours l'air un peu terrifiante pour nous, mais culturellement, il y a quelque chose que le peuple allemand reconnaissait là-dedans, j'imagine. Kennedy, en 60, est quelqu'un qui a le génie de la télé. Kennedy, c'est celui qui, quand on regarde, par exemple, le débat célèbre avec Richard Nixon, on voit Kennedy comment c'est quelqu'un qui est télégénique, qui a une aisance, qui a une finesse, etc. Et en fait, Trump, c'est quelqu'un qui a compris le pouvoir des médias sociaux. Et donc, c'est le président, on l'a appelé le président Twitter, mais en fait, c'est le président qui s'est saisi d'un nouveau médium qui n'avait pas encore été utilisé à son plein potentiel. Et en fait, c'est ça qui est ironique, c'est qu'il a bénéficié de la même du même avantage que les complotistes avaient, c'est-à-dire, qu'est-ce que les complotistes ont fait? Ils ont diffusé eux-mêmes, ils sont passés par leurs propres moyens pour atteindre les médias. Vous ne comprenez pas de toute manière. Donc, autrement dit, ils ont profité de la démocratisation des médias de médias de masse pour faire passer leur message sans filtre et sans travail d'édition qui aurait été fait. Je veux dire, ça ne passerait jamais dans les grands médias. Et Trump a fait pareil. C'est-à-dire, Trump s'est dit, pourquoi moi, je devrais passer par le filtre des médias qui sont beaucoup des médias new-yorkais, de Washington et de Los Angeles. C'est quand même les grands pôles américains. En disant, ben non, moi, je vais prendre Twitter, je vais utiliser Twitter pour faire passer moi-même mes messages. Et en fait, en bout de ligne, ce que font les médias maintenant, c'est qu'ils rapportent des tweets de Donald Trump. Donc, et donc, en réalité, il a réussi. Et il est, de ce point de vue-là, et il est certain qu'à partir de maintenant, la politique
a changé dans sa manière de communiquer. Et on le voit déjà, maintenant, c'est une évidence. Tout le monde est sur Twitter, tout le monde est sur les médias. Il y a un truc qu'il a compris Donald Trump, c'est l'instantanéité. Là, comme il peut dire la pire énormité, ça va être oublié demain ou après-demain ou peu importe. Je veux dire, moi, je n'ai pas tenu le fil de toutes les conneries que cette personne-là a dites. Et c'est impossible. Et au final, c'est ça, tu t'es relavé de tes péchés à chaque fois. On est dans le présent là, avec les réseaux sociaux. On est, je dirais, on est enfoncé dans un présent où c'est comme si le présent s'était dilaté dans le sens où on habite un présent perpétuel. J'ai l'impression que ça, c'est un peu un symptôme de la postmodernité. On est dans un univers, dans un monde où le seul horizon qui nous reste, c'est le présent. Et ce que ça fait, puis ça, c'est le grand drame de la postmodernité, c'est le drame de la répétition qui s'ignore. C'est-à-dire qu'on risque, parce qu'on est de plus en plus amnésique en réalité, même si on s'intéresse à l'histoire, on ne s'intéresse pas nécessairement dans ce sens-là, on risque de plus en plus d'avoir l'impression de vivre des choses inédites qui ont été vécues 1000 fois. Et la raison, c'est parce qu'on reste enfermé dans une sorte de logique extrêmement... dans une sorte de ce qu'on j'appelle le présentisme. Enfin, c'est pas moi qui ai inventé ce mot-là, mais une logique, au fond, où on est dans l'immédiat, on est dans l'instant, on est dans une espèce d'enflure et de tyrannie de l'instant, de l'actuel. Oui, mais tout à fait. Mais je trouve ça intéressant dans ton livre où tu dis justement, c'est très... quelque chose d'américain là-dedans. Tu parles de ça. Moi, j'étais pas au courant que les édifices à Washington, cette espèce d'impression, d'histoire, tout ça, c'est du toc, là, finalement. Totalement. Ça a été construit rapidement. Tu disais que c'est un marécage avant. Ça, je savais pas ça. J'étais pas au courant de ça. Oui. C'est intéressant. On construit sa propre... On s'édifie sa propre statue, puis c'est bien suffisant. Oui, puis... J'ai voulu faire un parallèle parce que, évidemment, quand on pense aux États-Unis et au kitsch et au toc, on parle de Las Vegas. Oui. Parce qu'évidemment, Las Vegas, only in Las Vegas, il y a comme... Mais en réalité, c'est pas only in Las Vegas. Las Vegas, où on a... moi, je suis jamais allé, Guillaume, je te le confesse. Mais j'aimerais ça y aller un jour, je pense, juste pour... c'est l'expérience la plus américaine que tu vas vivre de ta vie. Bon, ben, puis c'est quoi? On voit une tour Eiffel. C'est ça. On récupère l'histoire d'un peu partout dans le monde. Okay, on recrée des statues, tout ça dans une espèce de... c'est un centre d'achat souterrain aussi. Las Vegas, tout communique en souterrain. C'est un gros centre d'achat. C'est du gros toc. C'est à un endroit où il ne devrait pas avoir ça non plus. Puis c'est l'endroit très américain où que tu peux partir de rien puis devenir riche, même si c'est complètement faux. Tu vas probablement juste te ruiner. C'est l'expérience américaine. Je pense qu'il va falloir que j'écrive sur Las Vegas, mais il va falloir que j'y aille avant. Mais l'idée que ça soit né dans un désert. Ouais. Il y a quelque chose de symboliquement très fort, le désert. Et parce qu'en un sens, c'est une sorte de désert culturel. Et qui nous prouve que, comme le disait Karl Marx déjà au 19e, que tout s'achète, même l'histoire. Au fond, c'est un peu ce qu'on fait aux États-Unis. Mais on oublie que Washington reproduit la même logique que Las Vegas. Washington, évidemment... Alors, quand vous arrivez à Washington, alors c'est génial comme ville. C'est-à-dire le Capitole, vous avez l'obélisque qui est le monument à Washington, vous avez le monument à Lincoln qui est une sorte de reprise d'un temple qui fait penser, où Lincoln a l'air d'une sorte de Zeus. Puis quand vous regardez à gauche, quand vous êtes, mettons, en face du monument, puis vous regardez vers le Capitole, c'est à votre droite, vous avez une grande étendue d'eau avec à l'autre bout encore un petit temple grec. Puis là, vous regardez de l'autre côté du Potomac, dans les collines, puis il y a des temples. Et là, vous avez l'impression... On a emprunté plein de... Tout est un mélange, en gros, de grec romain et de français. Parce que la longue perspective qui mène du Capitole jusqu'au Potomac, c'est dans la logique un peu de Versailles, de ces grands... Et Versailles, qui d'ailleurs a été repris... je veux dire, le Louvre, c'est toujours... Et à Bruxelles, on a la même chose avec le palais royal à Bruxelles, mais c'est toujours ces espèces d'immenses perspectives qui nous donnent le sentiment, au fond, d'une maîtrise de l'horizon, d'une maîtrise du monde. Mais ce qui est frappant, c'est que quand tu regardes ça, puis tu vois des temples grecs au loin, tu as l'impression qu'il y a une civilisation qui date
d'il y a, je sais pas, 2000 ans. Que tu as l'impression que jadis, je sais pas, il y avait des sacrifices faits à Apollon, puis il y avait des pythis, puis des vestales, des jeunes filles vierges consacrées au culte de tel dieu. Non, tout ça a été construit en 1880, 1890. C'est une immense entreprise de récupération sur le plan historique et d'appropriation culturelle, de manière évidente, en allant chercher au fond tout ce qui pouvait être des symboles de puissance, des symboles de permanence. Mais c'est une permanence un peu... c'est une permanence inventée, une permanence paradoxale. Puis en même temps, il y a ce côté américain où on fait venir Rome, on fait venir Athènes, un peu comme... Puis là, tu vas trouver mon parallèle peut-être douteux, mais les Mormons, là, c'est parti d'un homme qui s'appelait Joseph Smith, c'est une belle histoire, qui était convaincu que Jésus était allé aux États-Unis. Pour vrai. Puis qui était allé parmi les Autochtones. Mais en réalité, c'est la même chose. L'idée des États-Unis, c'est on fait venir à nous tout, Jésus, le Capitole. Peu importe. Tout ce qui est grandiose, amenez ça. Puis, curieusement, j'ai découvert ça récemment, les Chinois qui sont en train de développer des prétentions impériales, ils sont en train de faire un peu la même chose dans le Xinjiang, dans le nord-ouest du pays, sur le long de la route de la soie, la nouvelle route de la soie. Ils sont en train de reproduire des temples romains. Puis tu vois tu tapes ça sur YouTube, là, temple romain, Chine. Puis là, tu as des Chinois, des touristes qui arrivent, puis qui sont dans des temples, puis qui regardent ça. Puis tu te dis, au fond, ça a l'air que c'est un phénomène assez... comment dire, c'est un phénomène typique des empires ou typique de cette prétention à tout récupérer, quoi. Mais il y a quoi? On rit un peu de ça, là, parce que Las Vegas, c'est un peu grotesque, même vulgaire, mais il y a quelque chose de... Là-dedans, il y a une arrogance, mais une certaine aussi une confiance en soi. On crée quelque chose. Je veux dire, c'est un désert, on a créé une ville comme une gare, il n'y a rien d'impossible. Nous, avec nos rêves, on va créer une réalité. On s'en fout de la vraie réalité. Nous, on va créer une nouvelle réalité, puis ça va devenir la réalité parce que c'est nous qui avons le pouvoir. Il y a quelque chose qui inspire tout le monde à quelque part quand même. Même si tu trouves ça quétaine, puis kitsch, puis niaiseux, t'es à Vegas, puis tu fais quand même comme « Wow, ils ont créé ça! » Non, Mon Dieu, quelle confiance! Il y a... Puis c'est pour ça qu'il faut voir d'où vient ce pouvoir-là. Puis ce pouvoir-là, c'est au fond l'idée qu'il y a une sorte de mythe américain qui, à mon avis, est toujours actif. Je veux dire, Trump n'a pas découragé personne d'aller se placer le long de la frontière puis d'espérer pouvoir entrer au pays. Tu sais, la frontière avec le Mexique, elle est pleine de gens qui espèrent entrer. Effectivement, il y a quand même peut-être des gens qui ont voulu fuir aussi les États-Unis pour des raisons diverses, mais je pense pas que le rêve américain est mort. L'impression que j'ai, c'est qu'aux États-Unis, la réalité est complètement rachetée par le rêve. Oui, j'ai mis ça dans ton livre. Au point où, en fait, tu peux être quasiment aveugle au réel. Ce que je veux dire par là, c'est que je l'ai vu des fois chez des gens qui peuvent être presque pauvres, mais qui n'ont pas beaucoup de chance dans la vie, mais qui sont, au fond, assez peu favorisés par le pays américain dans lequel ils se trouvent. Et pourtant, ils ont l'impression de communier à quelque chose de grand, comme si, au fond, la grandeur, l'idéal pouvait racheter tout ce qu'il y avait de mauvais dans leur... Et il y a quelque chose là qui relève d'une sorte de foi un peu religieuse, tu sais. Puis il ne faut jamais oublier que les États-Unis, c'est un pays qui est très croyant. Puis d'ailleurs, je pense qu'en Occident, c'est probablement le pays où il y a le plus de croyants. Tu sais, évidemment, on a toujours tendance à regarder ça un peu de haut, à trouver ça un peu ridicule. Puis c'est vrai qu'il y a certaines églises, certains évangélistes qui ont l'air littéralement débiles, là, tu sais, mais il faut voir néanmoins que derrière ça, il y a cette espèce d'idée que dans le mot foi, en fait, ça vient de... Dans le mot foi, on le retrouve dans confiance. Tu sais, tu parlais de la confiance. C'est une sorte de confiance dans les choses que tu ne vois pas encore. C'est ça, avoir la foi. C'est croire dans l'invisible. C'est croire dans ce que tu ne vois pas encore et que tu crois va se réaliser. Puis en un sens, il y a peut-être quelque chose à tirer de cette culture-là, et pas au sens le plus cucu du terme là, du film hollywoodien qui se termine bien. Quoique même là, la fameuse fin hollywoodienne, tu sais, l'histoire qui se termine bien.
on dirait presque que les Américains ont inventé ça. Puis dans un sens, c'est parce que, tu sais, je veux dire, le roman russe, ça se finit jamais bien. Non, c'est pas particulièrement joyeux. La tragédie élisabéthaine, ça va pas super bien. Ouais. Les romans de Balzac, de Zola, c'est tout le temps la merde, ça va toujours mal. Et là arrive cette bande d'Américains qui inventent la fin heureuse. C'est quoi la fin heureuse? C'est quasiment, au fond, c'est une sorte de foi appliquée au storytelling. C'est-à-dire, au fond, je fais du storytelling et ma foi fait que je crois dans l'impossible comeback. Tu sais, le film de, je sais pas, de football où il y a toujours là, ce moment. Le underdog, là, à la demi, sont en retard de 40 points. Puis là, le coach sort un discours incroyable. Puis là, tout le monde se remet à croire, se remet à croire. C'est quelque chose qui, pour moi, demeure fascinant, que je ne peux pas juste balayer comme ça. Et en ce sens-là, je pense qu'on s'est souvent trompé sur les États-Unis. Tu sais, au 19e siècle, l'abbé Casgrain, qui est un grand personnage dans l'histoire de la littérature québécoise parce qu'on lui doit presque la fondation de la littérature. C'est un critique. Il était avec les écrivains de l'époque, Crémazie, Aubert de Gaspé père, Laure Conant, une des premières femmes à écrire au Québec, c'est lui qui l'a poussé à écrire. L'abbé Casgrain, c'est un personnage important au Québec, mais il y avait ce discours un peu étrange où il disait il ne faut surtout pas être comme les États-Unis, parce que les États-Unis, c'est le pays du matérialisme, de la médiocrité morale. T'sais, lui, il voyait l'image un peu du capitalisme, là, mais je pense qu'il ne voyait pas qu'en même temps qu'il y avait ça, il y avait tout un courant aux États-Unis extrêmement, ce qu'on a appelé le transcendantalisme. C'était des gens qui, littéralement, croyaient qu'on pouvait transcender pratiquement le réel. Là, Emerson, dont j'ai parlé tantôt, mais il y en a d'autres. Thoreau, c'était des êtres qui ont formé cette mythologie un peu de l'esprit américain qui parvient à triompher de tout, quoi. Hey, on va changer un petit peu de sujet. Ouais. En fait, je vais avancer un petit peu dans ton livre parce qu'il y a des sujets que je m'en voudrais de pas toucher parce que quand on parlait tout à l'heure que je te disais qu'il y avait des sujets là-dedans que j'étais comme OK, mais il s'en va où avec ça? Puis au final, j'étais comme très bien joué. Tu parles du MeToo là-dedans. Oui. Comment ça t'est venu, ça, d'intégrer ça dans le livre? Parce que c'est pas évident quand même, mais au final, ça fait plein de sens, ton affaire. Oui, parce que d'abord, c'est sûr que c'est un sujet qui est ultra délicat. Puis, je t'avouerai que même à certains moments, je me suis demandé si j'avais la légitimité pour parler de ça. Puis, je me suis dit qu'il fallait que je comprenne. Je voulais comprendre ce qui arrivait. Parce que, et pour MeToo, c'est pour ça que mon livre, c'est pas un livre non plus anti-américain. Parce que pour MeToo, il faut quand même ne pas l'oublier. MeToo, ça a fait la preuve. D'abord, qu'il y avait beaucoup de gars qui étaient des salauds, là. Des gars qui ne savent pas vivre. Ça m'a surpris. Puis, la vague, il y en a eu quelques vagues, là, même au Québec. Il y en a eu un cet été, puis il y a des affaires que j'entendais. Puis ça a volé, hey, les gars, est-ce qu'on peut grandir? Est-ce qu'on peut. Puis c'est un peu décourageant. Puis j'ai écrit ce chapitre-là un petit peu pour m'adresser aux victimes en leur disant je reconnais votre souffrance. Puis j'ai aussi voulu écrire ce chapitre-là pour dire. Je parle en tant qu'homme, pas parce que je veux parler à la place des femmes, mais parce que je veux parler avec elles et dire que c'est pas juste une affaire de femmes. Tu sais, que c'est un sujet qui nous touche tout le monde et qu'on doit être conscient de ça. Une chose, par contre, qui m'a frappé dans ce mouvement-là, c'est que c'est un mouvement américain. Et ce mouvement-là a fait la preuve de l'autorité morale des États-Unis. Puis je vais expliquer ce que je veux dire par là. Je pense en 2014 ou 2015, tu te rappelles peut-être de l'affaire de Jian Ghomeshi. Jian Ghomeshi, là, ça avait fait un scandale au Canada. Puis à ce moment-là, il y avait des reportages, entre autres, de Sue Montgomery puis Antonia Zerbias à la CBC, puis qui faisait état commençait à parler d'une culture du viol, peut-être pas le mot culture du viol, mais en tout cas, l'idée que l'affaire Ghomeshi, c'était la pointe d'un problème qui était pas mal plus répandu qu'on pensait. Et à ce moment-là, d'ailleurs, on avait créé un mot-clic. C'était « been raped, never reported ». Et en français, on l'avait traduit par « agression non dénoncée ». Et au fond, ce mouvement-là, d'abord, a éveillé certaines consciences parce qu'il y avait déjà l'affaire Bill Cosby qui commençait, puis on découvrait. Mais
Mais au fond, ce mouvement-là n'a pas vraiment eu la force qu'a eu MeToo. Parce qu'au fond, MeToo, c'était un mouvement qui partait du cœur de l'Empire. Et en disant ça, je ne suis pas en train de discréditer, je veux que ça soit clair, je ne suis pas en train de discréditer MeToo parce que ça vient des États-Unis. C'est un peu facile. Et puis on entend ça des fois, c'est américain, donc ça ne nous concerne pas. Mais je veux montrer, il y a quand même là une sorte d'autorité que les États-Unis ont. Et Janet Malcolm a parfaitement décrit les États-Unis pour moi. Elle a dit c'est la cohabitation de pulsions de débauche anarchique. Tu sais, les États-Unis peuvent aller très loin dans la production de débauche, de perversion. Je veux dire, ils produisent 90% de la porn là, dans le monde. Là, tu sais, je veux dire, c'est quand même pas rien. Puis elle dit en même temps, elle dit c'est d'un côté l'espèce de perversité totalement anarchique et de l'autre, le puritanisme le plus strict et le plus, au fond, le plus irréaliste. C'est-à-dire, ce qui fait que, par exemple, quand on a aux États-Unis, il y a des scandales sexuels, dans le monde politique, un politicien ne doit pas seulement demander pardon à sa conjointe ou demander pardon aux gens dans son entourage immédiat, il doit demander pardon à la nation. Tu sais, et ça dit quelque chose des États-Unis. Les États-Unis sont... Il y a un mélange il y a le mélange de deux choses en même temps. Un incroyable élan de conquête et d'agression et une incroyable exigence morale qui fait qu'on donne des peines de 300, 400 ans. Tu sais, c'est comme, aux États-Unis, tu as fraudé puis tu peux rester en prison théoriquement pour 300 ans. Alors, j'ai voulu comprendre d'abord pourquoi les États-Unis avaient cette autorité morale. Puis je me suis rendu compte qu'en un sens, le Hollywood et la relation entre autres, entre les producteurs et les actrices, notamment le fameux cas de Weinstein, est un peu emblématique de ça. Donc, c'est devenu une lecture d'une autre face de l'Empire. Ouais. Mais ce que je trouve intéressant aussi là-dedans, puis d'ailleurs, tu parles des films de Quentin Tarantino, ça m'a fait du bien lire ça parce que tout le monde aime Quentin Tarantino, tout le monde aime ses films. Je me suis toujours demandé pourquoi. Je comprends, c'est bien fait, puis c'est bien réalisé, puis c'est... Il y a de l'humour. Oui, c'est pas fait par un imbécile, mais en même temps, c'est de la violence pornographique. Oui. C'est tout le pire des valeurs américaines à quelque part qui est incarné là-dedans, puis c'était produit par Harvey Weinstein. Tout à fait. Puis oui, ça, c'est assez quand même... Tu sais, c'est quand même fou de penser que le premier film que Weinstein a produit, c'était Sex, Lies and Videotape. C'était le film de Soderbergh, je pense, qui avait gagné à Cannes une Palme d'Or en 92. Un bon film, mais déjà, Sex, Lies and Videotape, ça faisait le tour. Ça résume le personnage. Ouais. Ça a été ça, l'histoire de Weinstein. Ça a été l'histoire d'un homme qui s'est mis à croire qu'il était devenu irrésistible, que plus rien ne pouvait l'atteindre, que plus rien ne pouvait s'opposer à son désir, qui lui-même ne connaissait aucune frontière. Mais Tarantino, moi c'est parce que j'en parle, puis je prends pas une posture moralisatrice. C'est pas comme... Jésus n'aime pas ça. Là, mais c'est pas ça l'approche, mais je voulais essayer de comprendre pourquoi c'était si captivant. Les Hateful Eight, puis Django Unchained, puis tu sais, d'abord, c'est qu'il y a une loi dans ses films à Tarantino, c'est que Tarantino, c'est quelqu'un qui est fasciné par la violence. Ouais. Il est fasciné. Il est tellement fasciné par la violence qu'en fait, il a intégré dans plusieurs de ses films les arts martiaux. Et les arts martiaux, c'est au fond l'esthétisation de la violence. Parce que, évidemment, il y a des arts martiaux qui sont des arts de combat, mais il y a aussi, dans l'art martial, il y a une part de spectacle, il y a une part de chorégraphie. On t'apprend des mouvements, on t'apprend des déplacements, puis même souvent, tu travailles presque avec ton partenaire, qui est à la fois une sorte de partenaire de danse et d'adversaire. Bon, je parle de ça, j'ai l'air de connaître ça, là. Puis je pense que j'oserais même pas faire non, mais il y a ma ceinture blanche de karaté. Je suis vraiment pas bagarreur dans la vie, mais bref, il est fasciné par ça. Et quelque part, dans les films de Tarantino, j'ai remarqué ça, il y a comme une loi un peu qui
illustrée dans presque tous ses films. Et cette loi-là, c'est que à la violence, j'en parlais peut-être tantôt, la violence engendre plus de violence. Oui, mais on en parlait tantôt, puis ça, c'est très Tarantino. La violence, ça se règle par la vengeance encore plus violente. Puis c'est toujours une surenchère. Puis l'idée, c'est que c'est une surenchère jusqu'à une sorte de destruction complète. Puis ça, on voit ça, par exemple, dans la scène de Kill Bill où Béatrix va retrouver une de ses adversaires qui est, je crois, chinoise. Et puis là, elle va se retrouver dans une espèce de temple où elle va littéralement tuer à peu près 50 adversaires, puis elle va tous les liquider un par un. On voit ça à la fin de Once Upon a Time in Hollywood, quand les jeunes qui sont venus attaquer supposément, à la base, c'est une relecture de Sharon Tate, qui était d'ailleurs l'épouse de Roman Polanski. Oui, tout ça est malaisant. Tout ça est malaisant. Mais lui, alors, mais c'est à une sorte de violence simple qui était la violence. Alors, dans Once Upon a Time in Hollywood, c'est 2-3 adolescents. En gros, ce qu'ils veulent, c'est tirer un coup de fusil ou planter un couteau. C'est de la violence banale. T'sais. Mais le motif, c'est un peu... Alors, le motif, c'est de s'attaquer à Hollywood, bon, etc. Mais là, il ne tombe pas sur celle qu'il pensait atteindre. Il ne tombe pas sur le bon client. En fait, il ne tombe pas sur même le personnage joué par DiCaprio, qui est l'acteur de série B. Il tombe sur sa doublure, Brad Pitt. Puis Brad Pitt, il vient de donner une correction à Bruce Lee dans une autre scène du film. Lui-même est un homme qui a échappé à la prison pour le meurtre de sa femme. Alors, il n'a pas été condamné, mais il y a des soupçons là-dessus. Et là, Brad Pitt se lance dans une orgie de violence. Mm-hmm. Puis moi, la scène qui me frappe le plus dans ce film-là, c'est qu'à un moment donné... Alors là, à un moment donné, il prend la tête de quelqu'un, d'une fille, puis elle la frappe comme 8 fois. Puis c'est classé sur Netflix, c'est une comédie. C'est drôle. Bon. Après ça, c'est le gars qui se fait manger par un chien. Puis là, à un moment donné, il y en a une qui part en courant dans la cour arrière. Elle a le visage ensanglanté. Et Caprio, lui, qui joue son rôle... j'oublie le nom de son personnage dans le film, mais c'est un acteur de série B, de western, là, qui est assez bien interprété d'ailleurs. Ah ouais, tout le lui, monde est dans est très sa bon. piscine, avec son casque d'écoute, puis il est en train d'écouter son prochain rôle. Il n'a aucune idée de ce qui se passe dans la maison. Sa doublure est en train de faire une boucherie. Et quand il voit une jeune fille sortir la face en sang de la maison et sauter dans la piscine, il n'y a même pas de réflexion. Il ne se dit pas qui est cette jeune fille, que se passe-t-il, tu sais. Cliff, y a-t-il un problème? Ouais. Ben, Cliff étant Brad. Non. Il s'en va dans sa remise, il sort un lance-flamme. Violence time. Puis il brûle la fille dans la piscine. Et là, tu te dis, OK, parce qu'il y a une chose qui m'a été enseignée par Slavoj Žižek, qui est un de mes grands essayistes, OK? Puis il disait une chose, la postmodernité. Il dit, la postmodernité, c'est le règne de l'ironie qui, en fin de compte, ne change rien à l'histoire. C'est-à-dire, alors il disait par exemple, il donnait l'exemple de Shrek. Il dit Shrek, c'est un. Alors j'ai écouté ça parce que j'ai des filles qui ont trippé sur Shrek. Tu vas peut-être. J'ai déjà écouté Shrek. On est dans d'autres films, là, mais ouais. Shrek, c'est un bébé Mozart. Mais Shrek, c'est une sorte de parodie de conte de fées. Uh-huh. Mais comme disait Zizek, c'est une parodie très postmoderne. On déconstruit tout. Finalement, on devient des ogres au lieu de devenir des beaux princes, des belles princesses. Tout est comme moqué. Mais finalement, à la fin, ils vivent heureux et ont beaucoup d'enfants. C'est la même affaire. OK? Puis l'exemple, je le vois même dans la façon dont on est parent. Quand on est parent dans la postmodernité, ce qu'on est actuellement, on a une sorte de second degré dans notre façon d'être parent. On va faire à notre enfant, on va dire je joue mon rôle de parent et je t'empêche de. On va le faire avec un clin d'œil. Mm-hmm, mais on le fait pareil. Mais tu le fais pareil. Donc, je reviens à Tarantino. Tarantino, c'est une sorte d'habile et perpétuelle parodie de tous les codes qui marquent la culture américaine, que ce soit la violence, le pouvoir, le sexe, le racisme. Mais à la fin, c'est quand même toujours Hollywood. Tu vois? Et donc, à un moment donné, il est lui-même pris dans cette contradiction où ce gars-là, qui joue depuis toujours dans la parodie et le second et le troisième et le quatrième degré. La violence absurde. Et tout ça avec un rire, est néanmoins quelqu'un qui montre ce qu'il montre. C'est-à-dire, et qui, en fin de compte, n'apporte rien d'autre
apporte rien de plus que... Et qui, en plus, se trouve, lui, censément l'anticonformiste en plein centre de l'appareil. C'est-à-dire, il est sur toutes les plateformes, ses films sont regardés par tout le monde. Donc, c'est juste ça que je voulais montrer sans... je ne suis pas un spécialiste, mais ça me paraissait assez frappant. Non, mais je suis totalement d'accord. Mais pour en revenir au MeToo, puis tu en parles un peu dans ton livre, mais j'ai l'impression que c'est ça, c'est très américain, ça, l'espèce d'individualisme, de recherche. Tu sais, on est à la recherche de plaisir constant, sans limite. C'est ça nos vies maintenant. On est juste là-dedans. Puis en fait, le plaisir est un droit. Puis ce droit-là, ben, va faire en sorte que tu peux piler sur les droits des autres personnes parce que ça, c'est plus important. Il y a beaucoup de... Tu penses-tu que c'est cette manière, je ne veux pas dire de manière américaine de voir les choses, mais quand même un peu, tu sais? Ben, c'est-à-dire que, tu sais, très concrètement, aux États-Unis, on peut dire le sexe est une marchandise, déjà en partant. Ça, c'est une première chose. C'est pas juste aux États-Unis, soyons honnêtes. Mais il y a un marketing et une mise en marché hallucinante. Je veux dire, partout dans le monde, les fantasmes sexuels sont nourris par des Américains et des Américaines. Il faut quand même le dire. C'est pas innocent, anodin. Mais aussi, je dirais... Ce qui est peut-être le paradoxe des États-Unis sur ce plan-là, c'est que, bizarrement, dans la vie de tous les jours, il y a une sorte de pudeur. Les Américains peuvent être très prudes, beaucoup plus que les Québécois et beaucoup plus encore que les Français ou les Italiens. Et donc, bizarrement, par exemple, cette espèce d'extravagance pornographique sert moins à faire entrer la sexualité dans la vie qu'à maintenir la sexualité dans une sorte d'espace qui est réservé à des professionnels et des demi-dieux. On est dans le spectacle. Et le problème, c'est peut-être qu'aujourd'hui, moi je le vois un peu chez les jeunes, où il y a une sorte de confusion entre la réalité et le spectacle qui fait qu'à un moment donné, effectivement, les modèles qu'on nous donne, qui sont centrés essentiellement sur un plaisir, disons, masculin assez cliché, là, ben, font que il y a des gens qui pensent que ce qu'ils vont faire dans la réalité... Ils veulent faire partie du spectacle. Ils veulent faire partie du spectacle et ils veulent reproduire les codes du spectacle et ils pensent que ce qui se passe là-dedans, c'est comme ça que ça devrait se passer. Puis là, j'ai l'impression de parler comme un curé, puis c'est pas ça que je veux dire. J'ai pas, l'idée, c'est pas de condamner la pornographie parce qu'au fond, c'est quelque chose d'humain, une curiosité. Non, mais tout à fait, on est tous curieux, puis personne ne peut se vanter de résister aux appâts. Non, on n'est pas en train de dire qu'il faudrait abolir la pornographie ou quoi que ce soit. Mais... Sauf que le paradoxe, je pense, c'est que l'effet réel de ça, c'est que c'est en train de re-ritualiser. C'est comme, il y a des codes maintenant qui sont extrêmement précis. Il y a des codes violents. Hein? Des codes souvent violents, même souvent très violents. Puis il y a comme une sorte de déconnexion. Je l'interprète pas autrement. Puis je t'avoue que j'ai encore de la misère à me dire, est-ce que c'est juste américain? Parce que ça serait facile de dire, c'est une affaire américaine. Quelque part, on est complice de ça. Oui. Mais quand même, comme tu as dit, 90% de la porno vient des États-Unis. C'est quand même de là que ça vient. Oui, c'est ça. Et en un sens, MeToo, ce qui m'a frappé là-dedans, c'est quelque chose qui n'est pas typiquement moderne, qui signale un changement dans le discours et dans notre conscience collective. C'est que, tu sais, la modernité, c'est l'histoire du combat contre les limites, du combat de l'émancipation et de l'affranchissement et du abat les interdits d'interdire. Et dans MeToo, il y a quelque chose qu'il faut reconnaître, qui est que peut-être on a besoin aussi d'établir certaines limites, de rétablir certaines limites dont on a perdu le sens. Et de reconnaître ça, c'est pas tomber dans le piège de la morale, c'est tomber simplement, reconnaître notre humanité. Parce qu'il y a autre chose que j'ai pas dit, puis que pour moi, il est fondamental, c'est que pour moi, la logique qui est derrière cette stimulation à outrance du désir, parce que, tu
On ne se le cachera pas, c'est ça. C'est La ça, machine pornographique, c'est ça. Tu n'as pas le goût, mais on va te le donner. Oui, on s'arrange. On va s'organiser pour que tu l'aies le goût. On va aller dans les pires extrêmes pour que tu aies le goût. On va aller dans les pires extrêmes, puis tu vas avoir le goût. C'est la même logique qui est à l'œuvre dans le capitalisme marchand. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait dans la machine capitaliste, c'est de faire exactement ça sur des plans matériels ou peu importe, c'est de dire... T'as pas besoin de ça, mais t'as pas besoin de ça, mais on va te le donner, le goût de l'avoir. Puis on va tellement fouetter ton désir que tu vas le vouloir. Et quand tu vas avoir eu ça, tu vas vouloir plus, puis toujours plus, puis il n'y en a pas de limite. Et ce qui fait qu'on est tous endettés, qu'on est tous... Puis quelque part, c'est la même logique. C'est-à-dire, c'est une logique qui au fond, est dans la croyance, dans l'illimité du désir, dans l'illimitation du désir. Puis ça donne des monstres. Je veux dire, Hitler, c'est un exemple extrême, mais Hitler, c'est quelqu'un, au fond, qui croyait que rien ne pouvait... Tu sais, quand on pense à... Moi, je ne sais pas si tu as eu ça des fois, cette impression-là. Tu sais, moi, je pense à Napoléon. Prenons un cas moins extrême, là, mais prenons Napoléon. Tu sais, moi, je me disais des fois... Il aurait dû à un moment donné dire OK, je pense que c'est bon. C'est bon. On va arrêter en Pologne. Tu sais. Ça va bien. Là, ça allait bien, Hitler. Ça allait bien. C'était une belle run quand même. Je m'excuse, mais ça a pris la France, relax. Hey, puis jusqu'à la Russie, là, ça allait bien. Ouais. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, la preuve qu'on pense comme ça, c'est qu'on a peut-être accepté l'idée de la limite, mais ces gens-là, moins le réel résiste, plus le désir se renforce. Okay? C'est-à-dire, moins ils ont l'impression qu'il y a une sorte d'opposition, de contrainte, de limite. Ça ne satisfait pas le désir, ça l'augmente. Ben c'est ça le capitalisme, c'est la richesse à l'infini. Il n'y a personne qui s'arrête à dire « je suis le milliardaire, on va prendre une petite pause, on va enjoy ça. Là, je suis convaincu parce qu'à une échelle toute simple, quelqu'un qui gagne 1 000 $ ou 5 000 $, il est content un peu, puis après ça, il dit c'est quand est-ce qu'il s'en vient le prochain? Ouais. Puis à l'échelle des millions et des milliards, c'est la même logique. La logique, c'est j'ai 1 milliard, mais pourquoi j'en aurais pas un deuxième? Puis hélas, tant que le réel apporte pas une limite ou que la société, parce que on voit aujourd'hui le déséquilibre terrible entre les riches et les pauvres, et ce déséquilibre terrible entre les riches et les pauvres vient du fait que les riches aujourd'hui ont réussi par une série de Alain Deneau en parle merveilleusement, mais à trouver des façons de contourner toutes les limites qui avaient été établies par les démocraties et à dire, nous, dans le fond, là, ça ne nous tente pas, on va magasiner notre citoyenneté, puis on va y aller à Monaco, puis aux Bahamas, puis on n'a rien à donner à ce pays-là qui nous a fait naître, on ne doit rien. Mais, tu sais, c'est pour ça que MeToo, pour moi, c'est plus profond que juste la libération de la parole. Non, je recommence. Pas plus profond. C'est pas juste libérer la parole. C'est libérer la parole. OK? Ça, c'est indéniable. Puis je pense que c'est important parce que moi-même, je veux dire, je suis tombé des nues par moments là, en réalisant tout ce qu'il y avait. Tu sais, je n'étais pas naïf au point de penser qu'il n'y avait pas d'horreur qui se commettait, mais à un moment donné, l'étendue, puis autour de moi, des femmes proches, tu sais, à un moment donné, tu te dis, bon, OK, tu sais, j'encaisse le coup, puis je me suis dessus pendant quelques années avant de dire, je vais essayer de comprendre, mais c'est une libération de la parole, mais c'est plus que ça. C'est aussi une contestation profonde et radicale de cette idée qu'il n'y a pas de limite au désir. Et c'est en fait, c'est pour ça qu'il y a le lien avec les États-Unis. Parce que sky is the limit. Ben oui, le capitalisme, le libre marché, c'est ça. C'est comme on a confiance en ce monstre mutant-là qui est toujours en train d'être de pire en pire. On y met jamais de limites, mais c'est ça qu'il faut faire. Il faut y mettre des limites à un moment donné, sinon on s'en sortira pas. Parce qu'on est humain. Parce qu'on est, comme le disait Michel Houellebecq dans un poème que je trouve très beau, hein, on est une très pauvre chose, une toute petite chose qui espère l'amour ou la métamorphose. C'est comme une sorte de... On est une chose fragile, les humains. On est beaucoup plus fragile qu'on pense et beaucoup plus limité qu'on pense. Et c'est pour ça que croire à la croissance et limité, ça sort d'où, ça? Depuis quand les humains ont cette capacité d'illimitation? Non, on est des êtres, nous sommes des êtres finis, des êtres pleins de limites, pleins de zones d'ombre.
et puis qui avons toujours des choses à apprendre, quoi. Je pense que c'est une des leçons qu'il faut retenir aussi et qu'il faut essayer d'intégrer, chose qui n'est pas facile. Hey, je trouve que c'est une belle fin, ça, Mathieu. Écoute, je m'en veux de t'arrêter parce qu'on pourrait parler pendant des heures. On a bien du fun et tout ça, mais merci d'être repassé dans mon podcast. C'est toujours un plaisir. Puis ton prochain essai, je vais le lire aussi. On te réinvitera. T'as-tu commencé à penser à ça? Ouais, je ne sais pas encore, mais je vais quand même, si tu me permets, te remercier vraiment du fond du cœur pour cet espace que tu me donnes et l'intérêt que tu donnes, parce que c'est quelque chose de très précieux. Et tu fais un travail qui est important et je sais que je ne suis pas le seul à penser ça. Il y a plein d'auditeurs, il y a plein d'écrivains aussi qui sont passés de voir. Puis avoir des lectures comme ça profondes et enfin. Alors, je dis sans flagornerie. Non, mais c'est super gentil, ça me fait plaisir, ça va droit au cœur. Puis je trouve aussi que ça prend des espaces pour des gens qui ont réfléchi à des choses qui méritent avoir un peu de temps d'antenne. Au Québec, on est capable de ça. On est assez intelligent collectivement pour avoir ces espaces-là. Puis donc, merci. Puis pour répondre à ta question, j'ai aucune idée. C'est bon. Je ne sais pas encore. Quand tu le sauras, oui. lâche-moi la pète. Hey, merci Mathieu.